Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle table ronde sur Conjuring 2. Aujourd'hui, on est très peu, hein, nous sommes que trois, dont un nouveau participant, donc Yam. Salut. Voilà, donc ben, comme tu es nouveau, on va te laisser te présenter, tu nous dis ce que tu fais sur Internet et on t'écoute. Oui, bien sûr. Donc, mon nom, c'est Liam. J'écris pour les sites Search of Nowhere et le Coin Tétritique Ciné. D'ailleurs, j'ai participé à quelques lives YouTube du Coin Tétritique Ciné. Et voilà, je publie tous mes articles sur ma page Monsieur Popcorn. Et j'écris des critiques en tout genre. D'accord, on mettra les liens de tes pages et ainsi de suite dans la description pour ceux qui s'intéressent. Ok, Merci. voilà, on fait comme ça. Et voilà, le reste, Adam, hein, Ah ouais, Adam, comme toujours. et moi, Jean-Jean. Ce soir, nous ne sommes pas beaucoup. Voilà, donc on va parler de Conjuring 2 et on va commencer tout de suite, hein. Honneur renouveau, bon, tu sais comment ça se passe, tu vas nous donner d'abord un avis global sur le film. Oui, ben, j'ai bien aimé le film, même si pour moi, ce n'est pas le film qui va installer James Wan comme réalisateur légendaire dans le domaine de l'horreur. Je trouve que c'est un bon petit film d'horreur qui est fort sympathique et j'en parlerai plus après. Très bien. Adam. J'avais pas vu le premier Conjuring. Je suis allé voir le 2 comme ça, voilà, parce que voilà, ça m'intéressait. Et vu que c'était James Wan et que euh, j'attends beaucoup sur Aquaman. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais mater Conjuring 2. Et surtout, les films d'horreur, c'est pas trop mon truc. Ce qu'il faut savoir, c'est Conjuring 2, c'est quand même le premier film d'horreur que j'ai vu au cinéma, même Ouais, si mais j'en ai tu vu. verras, avec les pouces qui sortent en même temps, Ouais, tu peux pas trop ouais. voir de film. C'est ça, donc ouais, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu au cinéma et c'est pas que ouais j'ai peur de film d'horreur, non, c'est juste que c'est pas, ça a jamais été un genre qui m'a toujours fasciné, on va dire. Et franchement, Conjuring 2, j'ai kiffé. Franchement, l'un des meilleurs films de l'année. Là, pour l'instant, il est dans mon top 3. Ah ouais, d'accord. J'ai, pour moi, il y a tout qui est génial. Le scénario est extrêmement bien écrit, la réalisation est géniale, les acteurs sont excellents. Franchement, gros gros point fort pour les acteurs. Franchement, la direction artistique et la direction des acteurs, franchement, excellent beau boulot. Tous les acteurs sont très très bien dirigés, franchement. Et ça fait plaisir de voir un film d'horreur de qualité au cinéma. Parce qu'en ce moment, on sait bien qu'il y a des films de genre, notamment les films d'horreur, ça commence à perdre en qualité. Mais heureusement qu'il y a des types Exact. comme James Wan qui sont là pour rehausser le niveau. Non, mais moi, je vais donner mon avis. Alors, déjà, moi, tu as parlé des films d'horreur, tout ça. Moi, les films d'horreur, je ne vais même plus les voir au cinéma, en fait. Parce que c'est juste des jumpscares, c'est tout. Il n'y a aucune mise en scène, aucune tension dans tous les films d'horreur que je suis allé voir. Mais ce James Wan, par contre, j'y vais, c'est une valeur sûre. Bon, même s'il a fait Fast and Furious 7, hein, on va l'excuser, il avait juste besoin d'un peu de thune, hein, Donne voilà. que je n'ai pas vu, oui. Ah, mais si tu l'as pas vu, c'est mieux pour toi. Oui, je Et t'écoute. voilà, James Wan, c'est quand même vraiment une valeur sûre. Et c'est un très bon film d'horreur. Et moi, je dirais même, c'est un très bon film tout court. Voilà, c'est un bon film d'horreur, mais c'est aussi un excellent film en soi. Parce qu'on a un bon scénario, on a de bons personnages, on a des idées de mise en scène, et aussi on a une bonne peur. Moi, le un, enfin, dans celui-là, le 2, j'ai eu peur sur le coup, mais après, je marchais dans la rue tranquille, tout ça. Le un m'avait quand même un peu plus traumatisé. Mais voilà, c'est James Wan, quand tu vois, il fait un film d'horreur, c'est une valeur sûre. Et j'ai beaucoup aimé Conjuring 2, et ça fait plaisir de voir un bon cinéma d'horreur gâché par contre par les séances, bien évidemment, parce que ça attire beaucoup de monde. Mais ça, Et on toi, va en reparler après. Oui, oui, surtout, oui, c'est ça. Encore moi, j'ai pas eu trop de problèmes, mais je sais que certains bagarres dans les salles, tout ça, Voilà, on en ouais. reparlera. on va faire une petite aparté dessus après. Donc ben voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on parte direct sur le scénario. Et encore honneur au nouveau, hein. Vas-y, ton avis sur le scénario, Liam. Eh ben, comment dire, le scénario,
J'ai trouvé tout ce qui est travail sur les personnages assez bien, évidemment. La famille est très bien écrite. On sent qu'il y a vraiment un lien fort entre les personnages, tout comme il y a un lien fort entre Lorraine et Ed Warren. Hmm. Par contre, il y avait certains moments qui, pour moi, étaient assez prévisibles et qui étaient même prévisibles au point que les petits cons de ma salle, coucou à eux, n'ont pas arrêté de crier ce qui allait se passer. Je ne sais pas si c'est parce qu'il avait déjà vu avant, ce qui m'étonnerait vu que je suis quand même allé le voir le jour de la sortie, ou alors si c'est parce que c'est vraiment prévisible. Mais voilà, c'est peut-être la partie qui m'a un petit peu plus ennuyé, on va dire. Après, tu sais, pour le côté prévisible, je pense que si c'est un public qui est habitué aux films d'horreur. Et donc, surtout au niveau des thèmes, je pense qu'il reprend pas mal de trucs de films d'horreur, donc il peut rendre les événements prévisibles. Oui, mais bon, maintenant je dis ça, c'est pas comme par exemple pour reprendre l'un des autres films de James Wan, Dead Silence, avec la poupée, qui Ouais, pour moi très bon. est extrêmement mauvais et Ah, très très bien. mauvais. Vraiment, la mise en scène est superbe. J'ai adoré la mise en scène. James Wan arrive à rendre un côté nostalgique, vieux film d'horreur, enfin au vieux film d'horreur de la Hammer, mais wow, que le scénario était débile. Le twist final de Dead Silence m'a fait beaucoup rire. Je ne sais pas si je peux spoiler, mais Ouais, vas-y, c'est bon. bon, en gros, donc c'est le héros, sa femme a été tuée alors qu'il venait de recevoir une poupée. Il arrive dans sa ville natale où il y a son père, toujours accompagné par une femme. Et à la fin, il apprend qu'en fait, son père, il a été tué et que son cadavre est utilisé comme une marionnette géante. Oui, mais Ouais, en soi, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, Dead Silence. Bon, après, Dead Silence, c'est pas trop le sujet, mais ouais, oui, mais c'était pour comparer. Maintenant, le ouais, scénario est voilà. mieux écrit que lui, mais par contre, j'ai trouvé quand même certains points assez prévisibles. Bah, écoute, enfin, moi, personnellement, je trouvais que c'était une histoire plutôt plaisante, intéressante à suivre, et on avait différents thèmes abordés qui étaient pas mal, tu vois, genre James Wan, il aborde beaucoup tout ce qui est de la famille, et aussi on a beaucoup les médias. Adam, c'est toi qui m'en avais parlé avant, dans celui-là, presque dans tous ces films, on a la famille dans les films de James Wan, même dans Fast and Furious 7, où il dit, où en gros, ça forme une famille. Et là, ce que Mhm. j'ai beaucoup aimé dans le scénario, c'était le fait que voilà, c'est la famille qui ne va pas très bien et qui, avec les événements, va ressortir plus fort. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et aussi, dans le scénario, ce que j'ai trouvé vraiment bien et ce qui fait que j'ai préféré ce scénario-là à celui du premier Conjuring, c'est tout ce côté présence de médias, affaires médiatiques, et finalement on se demande est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste un canular comme l'était Amityville, comme il le montre Bah, au début. après, je trouve que la question de savoir si c'est vrai ou faux ne se pose pas réellement. Parce qu'en fait, dès le début du Bah, film, en fait, le film, il te met dans le contexte de ce que tu vas voir, c'est réel. Rien qu'avec, en fait, Amityville, Mhm. on te montre clairement des séquences paranormales, des fantômes. Tu sais tout de suite que le film va vouloir... enfin, le film se pose dans l'optique que ce qui se passe, c'est réel. On va dans l'optique que ça s'est réellement passé, qu'il y a réellement eu des fantômes. On va pas essayer de faire questionner le spectateur. Parce que tout au long du Oui, mais film, on va réellement te montrer de réelles images de possession, ainsi de suite. Donc du coup, à ce niveau-là, ça se pose pas. Enfin, la question se pose, mais ça reste dans après, l'intrigue du film. Elle en sort. Ce questionnement-là, il sort pas du film en fait. Il reste dans sa diégèse. Il va pas faire questionner le spectateur, hein. oui, mais Ça après, va ça juste c'est être clair, ça va être juste un, comment dire, euh, un élément un de point l'histoire. embêtant pour les personnages principaux en fait, qui va juste, oui, ça va être un élément qui va perturber les personnages principaux. Mais quand tu regardes, ok, ce thème-là, donc est-ce que c'est vrai ou pas, il est présent, on te dit qu'il y a des trucs paranormaux, des événements paranormaux, on te le montre, mais oui, parce que déjà, c'est le but du film quand même, on ne va pas te montrer, enfin voilà, le film veut te faire un minimum peur, donc c'est normal qu'il te montre des faits paranormaux. Quand tu regardes la scène de la cuisine où tu vois la petite fille qui balance les meubles, il y a tout qui se casse et il y a le petit garçon qui est dedans, tu te dis Mhm. oui, c'est le démon.
Et quand tu regardes, en fait, c'était la petite fille qui faisait exprès, qui s'est mise devant la caméra, tout ça. Et en fait, ça, Ouais, c'est mais surtout, après, c'est surtout, ça reste assez court, hein. C'est juste oui, à oui, un moment donné du film, mais ça, tout ça d'un forme, coup, ouais, ouais. ça C'est-à-dire, forme un tout dans le côté présence médiatique qu'elle est faite exprès, tu vois. C'est ça que je trouve super Mhm. intéressant dans le film. Bien Et moi, sûr, le film montre des effets, des faits paranormaux, c'est sûr. Après, ça s'est pas vraiment passé comme ça dans la vraie vie, mais la présence Ouais. médiatique qui est vachement appuyée dans le film, on voit, et le gars, il a un truc pour le son, on a une caméra, on a la psychologue, on a les Ouais. interviews, et, et ça amène la question, est-ce que c'est un canular ou pas? Et Ouais, moi justement, après c'est là que je pense, c'est pas le questionnement principal du film, c'est-à-dire que pour oui, moi c'est c'est sûr, pas mais ça rend le film quand même un peu plus complet que d'autres films d'horreur où on a juste des scènes d'horreur, tu vois. Quand oui on en est fait film ça vient d'horreur, rajouter il y une a des choses en problématique, hein. il y a des choses en plus. Et moi, ça m'a fait vachement plaisir quand j'ai vu l'espèce de twist final qui te montre qu'en fait, la fille, elle faisait exprès parce que le démon lui a dit de dire ça. Ok, il y a les faits paranormaux, mais il y a le fait paranormal, mais on te montre qu'il y a des fois où elle faisait exprès, tu vois. Et ça, c'est à cause de Ouais. la surveillance médiatique. Ouais, mais ça fait partie en fait du scénario. En fait, on va te l'approfondir en mettant une problématique en plus qui va rendre en fait le tout plus intéressant, hein. Parce que après, moi, je vais donner un peu vite fait mon avis sur le scénario. Je trouve que c'est un scénario qui est extrêmement efficace. Il est très très bien écrit, il n'y a pas de problème. Après, c'est pas un truc super original. C'est-à-dire que si je vous dis une famille qui habite dans une maison hantée où il y a des meubles qui bougent et où une petite fille se fait posséder. Vous allez me dire Poltergeist, l'exorciste, tu vois? Ouais, mais après, dans ce film, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a autour, donc notamment les personnages, la famille, Oui, après et ce oui, qui se passe aussi à c'est côté. C'est oui ça qui après rend ouais, le ce qui a film relevé ce sont justement les personnages, ouais. et moi, différent des autres. pour revenir au twist, justement, je trouvais qu'il aurait pu être intéressant, mais qu'il était Ah, il est pas amené, subtil, en hein. fait, un petit peu tard. Oui, déjà, il n'est pas subtil, mais aussi, c'est amené un petit peu tard. Oui, il y a le fait que les Warren sont envoyés par l'église pour vérifier les faits, qu'il y a un personnage, je retrouve l'actrice, c'est Franca Potente, je pense, je ne suis plus sûr, mais entre autres, son personnage, c'était la femme qui, pour elle, ce n'est, évidemment, ce n'est pas le cas, c'est tout un montage fait par la famille. Et ça aurait pu être bien amené, mais tout le film te fait comprendre d'une certaine manière que c'est paranormal, et faire amener ce twist d'un coup, je trouvais que ça faisait un petit peu trop brusque. Il y a plein de films qui abordent le fait comme quoi l'un des personnages voit un fait qui peut être vu de manière fantastique, mais qui peut être vu aussi de manière terre à terre. Là, le premier exemple qui vient en tête, c'est le labyrinthe de Pan, où, selon la vision, on peut imaginer que le personnage va bien dans le royaume des fées à la fin, ou alors qu'elle est juste morte et que c'est une imagination de sa part pour échapper à la terreur du franquisme. Là, c'est amené de manière pour moi, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, sachant D'accord. qu'il y a même des moments que, même les Warren, le moment lorsqu'ils sont en train de parler justement avec cette femme et Maurice Strauss, lorsqu'ils parlent comme quoi ils commencent à avoir des doutes sur l'affaire, comme quoi il y a certains trucs qui peuvent être expliqués, je ne sais plus quel événement que Maurice Strauss dit et ça, et qu'eux ils font, bah voilà, ils ne cherchent Bah, même pas une explication là-dessus. Si au moins bah, c'était un peu de manière un petit peu subtile qu'on voyait les faits, mais qu'on aurait pu imaginer, je sais pas, on aurait pu trouver vraiment une manière plus subtile pour faire arriver ça. Au bah moins moi, montrer le point de vue d'un autre personnage, ou même tout simplement le fait que le démon dit ça pour faire partir les démonologues, pour faire partir les spécialistes. Alors pourquoi avoir agi en présence des policiers? bah, justement, après, je pense que c'est juste pour faire partir les policiers aussi. Ouais, Moi après Après, c'est vrai que vers la fin il y a donc une faiblesse scénaristique donc à partir de la révélation, je trouve. Bon, notamment la façon dont elle arrive. C'est un gros Deus Ex Machina où on a les deux bobines magnétiques qui tombent par terre et qui forment une croix. Donc la croix qui est donc le symbole de la cible. Comme quoi on a donc touché, on a trouvé enfin la réponse au mystère. Et c'est à ce moment-là où ça commence
un peu à aller dans la facilité, mais en soi, je trouve que c'est absolument pas gênant. C'est-à-dire, personnellement, moi, ça m'a absolument pas fait sortir du film, hein. C'est juste, voilà, une petite faiblesse cinéastique que je constate, mais en aucun cas ça m'a fait sortir du film ni quoi que ce soit, hein, parce que après le film est très très bien écrit, il est très intéressant. Voilà, tu es intéressé par cette histoire, tu veux savoir comment ça va se finir, quoi. Ouais, ça je ne dis pas le contraire, c'est juste, moi justement, ce point m'a... Ah, on a perdu. Jean-Thomas. Bon, Bah, bah, vas-y, fini. voilà. Il y a ça qui m'a fait sortir, mais aussi la partie avec le nom du démon, le Valak. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais pendant le film, plusieurs fois, ils te mettent le nom. Par exemple, la Oui, scène avec la bibliothèque. oui. Et le truc, c'est que soit ça aurait pu être amené comme le fusil de Tchekhov, mais en quelle utilité? Je croyais que ça faisait juste, bon, bah, on va mettre le nom, histoire de dire qu'on va mettre le nom. Mais maintenant que j'y réfléchi un petit peu plus, peut-être que c'était une manière pour One de faire amener le nom au personnage comme il fait amener le nom à Lorraine. Comme quoi, le personnage a déjà vu le nom de manière subconsciente et qu'il le connaît d'une certaine manière. Mais au moment de voir le film, j'avoue que ça m'a un petit peu dérangé. Surtout que si l'on en droit à IMDB, parce que j'ai voulu me renseigner avec ça, apparemment le nom a été placé à plusieurs fois, mais voilà, ça, je me suis posé la question au moment du film. Maintenant, j'ai une petite théorie, mais je ne sais pas vraiment si c'est la manière dont One imaginait ça. Ce n'est pas ton avis à toi. Bah oui, j'avais vu le nom de Valak justement lors de la scène où on voit sur la bibliothèque. Mais ouais, c'est un peu en guise d'Easter egg, mais en même temps nous dire que bah on a la réponse est juste sous ton nez, quoi, en fait. C'est ça, quoi. Voilà, moi quand j'avais vu, ça m'avait ennuyé. Maintenant que j'ai ma petite théorie, peut-être que c'est ça. Mais d'un autre côté, je ne conteste pas. Les personnages sont bien écrits. Je trouve qu'il y a évidemment les cités qui sont intéressantes. Il y a des scènes qui sont hyper bien trouvées. Ça, je pense que je parlerai un petit peu plus lors de la réalisation, mais notamment je vais dire l'interrogatoire du démon par Ed en plan séquence. Mhm. Enfin, bref, il y a plein d'idées qui sont bien trouvées. Et même, on reste encore dans la famille qui, cette fois-ci, dans le premier, c'était le père de famille qui était souvent absent. Cette fois-ci, c'est le père de famille qui n'est tout simplement plus là et qui a laissé un vide entier dans la famille, qui essaye d'être comblé, enfin, qui est plus ou moins, dont profite le démon, juste pour pouvoir posséder la petite fille. Ouais. Bon, après, c'est l'histoire de démon qui nous a raconté dans ce film. Ça reste classique en soi, parce qu'on a déjà vu ça dans d'autres films. Mais après, on peut pas dire que c'est un défaut le fait que ça soit classique, parce que James Wan, il s'inspire de ces films-là et ça se voit, il y a énormément d'inspiration. Par exemple, il s'est beaucoup inspiré de L'Exorciste, de Poltergeist, enfin de plein de films d'horreur américains des années 70. Et je trouve vraiment ce film rend un très bel hommage justement à ce cinéma-là. Et en même temps, c'est vrai qu'on n'est pas dans le genre de... Ce qu'il y a eu souvent dans beaucoup de films d'horreur, je ne les mets pas tous dans le même panier, mais j'en mets beaucoup. Lorsqu'il y a eu le succès de Scream, lorsqu'il y a eu aussi les succès de Tarantino, il y a eu toute une vague de films d'horreur qui étaient hyper référentiels, hyper... Et regardez, je fais référence à tel film, je suis bien. Regardez, je fais référence à ça, ça et ça. Et pour moi, One, effectivement, on retrouve d'une certaine manière ses influences, mais digérer, réapproprier. Voilà, réapproprier, Ouais, c'est le bon mot. non, elles sont insérées de façon subtile. Voilà. Et pas juste, oh, regardez, je fais référence à tel film, je suis ton père. Voilà. Oui. Je pense à plein de films qui ont utilisé cette phrase, dont un en particulier que je ne vais pas redire. Je pense que c'est un film qui a quand même de l'identité, même s'il prend des références par-ci par-là, parce que c'est quand même. Après, l'histoire reste assez classique. Après, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est tout le thème de la famille et de la surveillance médiatique, de est-ce que c'est vrai ou pas. Mais on voit qu'il a sa propre patte artistique, même si voilà, c'est inspiré de l'Exorciste. On peut penser ça, ok, dans l'histoire. C'est une histoire d'exorcisme, ok, mais il y a quand même la propre patte artistique de James Wan et le film a quand même sa propre identité.
C'était Ouais, le plus important. c'est justement ce dont on parlait, comme quoi on sent d'une certaine manière que One a enfin, que One a des références, qu'il a des connaissances dans le genre, mais comme quoi il se les réapproprie pour en faire son propre style. Ouais, Mais c'est ça. pour moi, ce style s'affiche plus dans sa mise en scène. Ouais. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le scénario? Moi, je voudrais rajouter un truc qui en même temps rejoint un peu à la réalisation, mais aussi le scénario. C'est à quel point quand même Ouais, il y a eu quand même un très très gros effort de documentation sur le film. C'est-à-dire que la plupart des éléments et même des dialogues ont été qui ont été dits dans la ont été réalité, repris, ont été ont repris. été repris dans le film, hein. On peut le voir dans le générique où où on a un extrait du dialogue quand il y a la scène où la petite fille se fait Interrogé, ouais. posséder par le vieux pendant que pendant qu'elle se fait interviewer. On peut voir que les paroles restent à peu près les mêmes. Et quand tu regardes aussi la chambre dans les images à la fin, c'est exactement la même. Ah, c'est exactement la même. Même au niveau des habits, au niveau des costumes, ce sont les mêmes. Enfin, il y a eu un effort de reproduction qui est vraiment incroyable à ce Oui, tu niveau. as apprécié la scène à Amityville, la tenue que porte Vera Farmiga, c'est vraiment enfin, pas la tenue même, mais c'est une reproduction de la tenue qu'elle portait sur une photo lorsqu'elle était à Amityville. J'avoue que j'ai découvert ça aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un énorme travail de reconstitution, même si l'histoire elle-même est bien différente de la réalité. Mhm. Apparemment, les Warren ne seraient venus qu'une seule journée à Enfield, juste dire on est là et repartir. Ouais, non, ça a été quand même très. Faut pas oublier que faut pas oublier non plus que, ouais, James Wan appuie beaucoup sur le fait que ça soit tiré d'une histoire vraie. Mais si vous vous documentez bien, c'était pas aussi Après, hardcore que ce que vous montre le film. C'est-à-dire, James on Wan, il parle veut bien, il veut donner cet aspect. Ah, t'as vu, ça s'est passé comme ça et tout. Il va un peu grossir la réalité, mais si on se documente bien, tu te rends compte que ce qui s'est passé à Enfield enfin, il y a de très grandes chances que ce soit un canular, hein. Mais en Après même temps, aussi, c'est surtout que c'est vendeur aussi, hein. Oui, c'est Je vendeur, pense bien qu'il y a entendu. aussi, là, il n'y a pas que James Wan, il y a aussi surtout la Warner derrière, qui dans les campagnes de pub disait beaucoup histoire vraie, Alors, inspirée de faits, traumatisante. signifiant de Voilà. plus. traumatisante, tout ça. Je pense que ça, c'est plus à Warner, parce que ça, c'est quelque chose qui fait vendre, et on l'a remarqué, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont allés voir le film. C'est des films qui attirent, et surtout quand tu dis que c'est une histoire vraie, ça attire encore plus de monde. Bah, comme le nombre de personnes qui croient encore que Massacre à la tronçonneuse est vrai, alors que C'est c'est vrai, librement c'est inspiré juste. du tueur Ed Gein, je ne sais plus comment on prononce, mais Ouais, c'est que, en fait, Massacre à la tronçonneuse, tout ce qui est vrai, c'est que c'est inspiré d'un d'un meurtrier, et c'est un caractère du meurtrier qui est repris à Leatherface, donc de se coller de la peau humaine sur le visage pour se faire des masques, qui a été repris. Mais voilà, c'est pas genre il n'y avait pas des cannibales dans le désert, tout ça. Hum. ça m'étonnerait pas vu les personnes qui sont prêtes à voter pour Trump. Mais non, maintenant je disais qu'effectivement l'histoire n'est pas comme ça, mais d'un autre côté, je ne sais plus comment on va directement le dicton, mais évidemment on va toujours raconter la légende. Là, le film auquel je viens de penser, c'est Mr. Holmes. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On sort complètement de l'horreur, mais qui aborde plus ou moins cela avec le personnage de Sherlock Holmes qui veut recevoir la vérité, enfin qui veut connaître la vérité sur sa dernière affaire et qui au final décide de rester sur la légende afin de pouvoir avancer dans sa vie et de ne pas rester sur un traumatisme. Maintenant, c'est la même Après, chose encore ici, on imprime la légende parce qu'elle est plus intéressante. Après, voilà, aussi, ça fait son petit charme parce que Conjuring, c'est avant tout quand même un divertissement. Et quand on voit ça, ça peut nous faire un peu rire, mais en même temps, enfin, en même temps faire un peu peur, nous effrayer, voire inspirer de faits réels. Après, on se dit, oh putain, attends, ça s'est vraiment passé et tout. Voilà, en gros, ça nous divertit, quoi, ça fait son taf. Ah oui. Maintenant, oui, effectivement, c'est Ouais, censé ouais, c'est ça. divertir, Après, ça divertit très bien. ouais, après même pour un film d'horreur, je trouve que ça reste quand même film d'horreur
grand public divertissant, c'est-à-dire que c'est pas un film d'horreur intense comme, je sais pas, comme Les Sceaux ou même L'Exorciste, quoi. Bah, C'est, Saw, c'est il devenu reste, quand même très, très ouais, c'est devenu cinéma populaire. mainstream maintenant, mais C'est n'empêche. classique, mais c'est drôle. À partir d'un moment, ça va tellement dans le n'importe quoi que ça en devient drôle. Ouais, Le ouais, mais c'est pas du tout un film qui va dans le trash, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, il y a beaucoup de passages dans le film, ça m'a beaucoup fait penser à Poltergeist, et Poltergeist, qui est même, enfin, par exemple, bon, je parle du premier Poltergeist, hein, pas du remake, bien entendu. On va oublier le remake, tout le monde l'a Ouais, fait. Je l'ai pas vu. que beaucoup de personnes considèrent comme un film d'horreur, mais que moi, personnellement, j'ai assez de mal de considérer ça comme un film d'horreur parce que si c'est un film d'horreur, c'est un film d'horreur version E.T., tu vois. Et Je dans pense. Conjuring 2, justement, il y a des passages comme ça que je retrouvais un peu dans le film Poltergeist, qui était produit par Steven Spielberg, où c'est vraiment des séquences d'horreur, mais qui feraient plus peur aux enfants que à nous, adultes. Comme par exemple, je prends l'exemple de Billy qui va chercher sous la tente, qui joue sous la tente avec le camion pendant la nuit, par exemple. Bah, après aussi, si tu parles un peu, il y a aussi l'ajout de beaucoup, enfin pas beaucoup, mais il y a quelques scènes par-ci par-là où ils rajoutent de l'humour aussi. Oui, Je Oui, pense notamment, c'est la scène où il y a les flics, où on a oui. voilà ce plan séquence où tu vois, après ils font ouais mais c'est quoi, ils croient pas les gens, ils disent Pff, mais qu'est-ce qu'ils me racontent encore, tout ça. Tout d'un coup, les flics voient la chaise elle bouge toute seule et que tout d'un coup ils se regardent et là, cut, tu les vois sortir, on ne peut rien pour vous. Tu vois, ils rajoutent des petits moments drôles qui font leur effet, hein, qui marchent vraiment bien, hein. mais par contre, pour parler de l'intensité, un truc qui m'a étonné, le premier film était classé PG-13, donc qui est tout public, la même classification qu'Avengers, Avatar, etc. Par contre, j'ai découvert que ici, le film, je pensais qu'il était dans la même classification, mais il est apparemment classé R aux États-Unis pour son intensité. Et apparemment, c'était prévu de cette manière qu'il soit plus intense que le premier Attends, et plus adulte. attends, parce que le 1 était que PG-13. T'es sûr? Je Quoi? pense pas. Le 1 il était rated R aussi. Je vais Ah, vérifier, mais normalement, je justement, pense que oui, hein. Quand tu vois que Civil War il est PG-13, je pense que Conjuring est rated R, hein, je en pense. même temps, les Insidious sont classés PG-13. Après, ça dépend. PG-13, Il est il y a rated R. Conjuring est rated R, le premier. Après, en France, c'est interdit aux moins de 12 ans. Mais Oui, en Amérique, je pense que c'est rated R. Non, il est rated R, le premier Conjuring. Donc Il est interdit aux moins de rated R. 17 ans, quoi. Non, non, non. Ouais. Mais après, voilà, oui, non, mais effectivement, je m'excuse, il je est confonds. rated R, à mon avis, à cause de l'intensité Bah, due sur après, la petite fille. Mais après, c'est quand même moins intense que ce qu'on a eu dans L'Exorciste de Friedkin. Ouais, mais en même après temps, l'Exorciste, il allait plus dans le côté dégueulasse, en fait, avec le Ouais, vomi, ouais. tout ça, en fait. Et en plus, ça, à l'époque, c'était. Moi, Ah, mon mais père, c'était quelque chose, hein. il m'avait raconté quand il allait voir l'Exorciste au cinéma. Au début, il rigolait et tout dans la salle. Le film a commencé, ils ont tous fermé leur gueule. Ils n'ont pas pu dormir pendant 3 jours. en même temps aussi, avant, c'était plus facile de marquer, C'est de clair. vendre un film classé R. Je vais pas parler de Deadpool vu que c'est le personnage et qu'en même temps, le classement R, voilà. Mais, mais pour le moment, on a toute une mode des films d'horreur PG-13, comme les Insidious, il y a eu les Ouija, il y a eu Annabelle normalement. Ça, je vais quand même vérifier étant donné la connerie que je viens de dire. Mais, non, mais il y a eu toute une. Maintenant, c'est très dur de vendre même un film d'horreur qui soit classé, enfin, qui soit classé R. Même Conjuring, il fonctionne bien aux États-Unis, mais quand tu vas en France, le bordel qu'il y a, alors que d'une certaine manière, comparé à d'autres films, allez, c'est plus facile de vendre Conjuring que de vendre Martyr. Ah oui, c'est sûr. Mm. Voilà, Martyr, niveau intensité, je pense que l'on peut dire que ça va plus loin. Mais Après, c'est toute une ambiance. Ce oui, qui oui, attire les jeunes, c'est de se faire peur, d'avoir 2 ou 3 jumpscares. Et le 1 a été beaucoup apprécié, donc ils sont tous allés voir le 2. Martyr, on est plus vers une violence déjà qui marque plus, qui est plus déjà psychologique, je trouve, dans Martyr, que dans The Conjuring. Dans Martyr, on va plus réfléchir et il y a beaucoup plus d'intensité dans Martyr.
que dans The Ouais, mais Conjuring. c'était justement pour dire ça, comme Oui, quoi voilà. le film, Conjuring, en gros, tu cherches un divertissement, quoi. voilà, le film, c'est c'est pas le film le plus. C'est un bon film, je vais le répéter plusieurs fois encore, et je pense qu'on est d'accord vraiment, c'est vraiment un bon film, mais c'est pas l'expérience la plus intense que l'on peut. Je pense pas que plus tard, dans une trentaine d'années, on va dire Conjuring 2, c'est l'expérience la plus intense qu'on ait vécue au cinéma. Non, Et ça c'est clair. pourtant, voilà, maintenant, on a quand même des difficultés à vendre le film. Oui, Il y a voilà, ça, mais c'est ça, c'est du marketing. C'est du bah, marketing, ça. même la difficulté aux États-Unis pour vendre. Enfin, il y a eu quand même. C'est Mad Max Fury Road qui a été classé R aux États-Unis, alors qu'il n'est pas spécialement violent ou quoi que ce soit, mais juste pour son intensité. Ce qui me fait penser que si un film comme Mad Max Fury Road, qui est pour moi le film de 2015 tout simplement, et qui est certes intense, mais voilà, passer à un film, enfin vendre des films d'horreur qui sont censés être tout public et donc moins intenses qu'un film comme Fury Road, il y a quand même un petit problème derrière. Mm, c'est vrai. Sans vouloir critiquer. Bon, maintenant, je tape quand même un petit peu sur l'Insidious parce que le premier, les deux, je l'ai trop bien réalisé, mais le premier, je l'ai trouvé moyen et le deuxième m'a fait beaucoup rire au cinéma. Et voilà, je suis Le sûr qu'il y deuxième, a il des est très, vraiment moyen. voilà. Mais je pense qu'on peut trouver des bons films d'horreur qui sont PG-13. On peut trouver des bons films qui sont PG-13, mais ça donne quand même une certaine idée du cinéma américain. Ouais. Et si maintenant on est en train de ressortir sur des films classés R, bah un film comme Conjuring, ça va aller. Le premier, c'était 10, 20 millions de dollars de budget. On passe à 40 millions de dollars de budget ici, mais c'est quand même pas un budget si énorme. Mais non, mais même quand tu regardes les making-of, ça fait vraiment petit film, hein. Ah oui, Ouais, mais ouais. même, Ouais, voilà, c'est ça. Donc je voulais dire, quand on parlait d'une époque où on pouvait voir l'Exorciste au cinéma, pense que tu refais l'Exorciste maintenant, bah, le remake de l'Exorciste, il va passer en série télé. Parce qu'en série télé, tu as un peu plus de liberté sur certaines chaînes privées. Tu peux voir HBO où ils peuvent faire un petit peu tout ce qu'ils veulent avec Game of Thrones, par exemple. Mais maintenant, au cinéma, tu referas un film comme l'Exorciste, je ne sais pas s'il aurait une chance de sortie. Ouais. Mais après, voilà, c'est pour ça qu'ils assurent dans le marketing, hein, pour attirer les gens. Avec c'est terrifiant de ouf. Je suis désolé, c'était sur internet, c'était l'affiche où il était mis en grand terrifiant de ouf, tweet de je ne sais plus qui. Juste, voilà. Bon, bah écoutez, on va passer sur la réalisation et les effets spéciaux, hein, parce que je pense Ouais. que le scénario, c'est bon, on a assez parlé. Donc Mhm. écoutez, Adam, je vais te laisser parler en premier, vu que Liam, il a commencé 2 fois, je vais te laisser parler en premier pour la réal. Ouais, donc la réal. Franchement, excellente. Y a presque rien à redire. Il y a tellement d'ingéniosité au niveau de la mise en scène, c'est incroyable. Il y a tous les plans sont extrêmement bien pensés. En fait, ce que j'ai adoré en fait en termes de mise en scène, c'est à quel point en fait ce film prend son temps. C'est un film qui est assez lent au niveau des plans, c'est-à-dire que c'est jamais surcoté. Chaque plan vraiment dure assez longtemps. En même temps, les mouvements sont très très lents, sont très fluides, tu vois, Hum, hum. fluides. Ils vont même des fois, tu sais, un peu pencher en faisant des plans débulés. C'est Beaucoup de plans séquences. Ouais, beaucoup de plans séquences également. C'est voilà une excellente mise en scène qui met très très bien l'ambiance. Et en fait, et ce qui est génial, c'est qu'en fait, il va alterner tout entre le travelling, le Ah steadicam, oui, les plans fixes, et mais aussi les caméras épaules. Pour donner un peu plus d'intensité, de peur, c'est-à-dire dans des moments de stress, on va prendre une caméra épaule pour faire justement trembler l'image et donner plus d'intensité à la scène. Enfin voilà, il y a James Wan sait utiliser ses outils, il les utilise tous à merveille et il nous fait un film avec une esthétique vraiment magnifique. La photographie est très très belle. Le photographe justement de Conjuring 2, c'est pas mal ce photographe, hein. ouais, ouais, Quand tu vois son travail, Don Burgess qui a fait la grande c'est majorité Zemeckis. des films de Zemeckis. Donc Forrest Gump, C'est le Monde, The Walk dernièrement.
qui a fait aussi Spider-Man de Sam Raimi, le premier. Donc voilà, franchement, ce directeur photo excellent et l'ambiance au niveau des couleurs de l'image est super bien rendue. Elle est très pierreuse en fait. Contrairement par exemple à Conjuring 1 où Conjuring avait plus une ambiance un peu plus boisée où il y avait plus de bois, que là c'est du plâtre, de la pierre, quelque chose de plus gris, quelque chose de plus mastoc, et ça se ressent. Au niveau des couleurs, on a tout le temps des dominantes grises, bleues, Après, même décolorisées. même quand tu parles de pierre, pas que dans la maison aussi. Moi, je pense à la scène où ils sont dehors sur la balançoire, où on a l'espèce Mhm. de brouillard sur le sol et tout. En fait, tout est gris. Tu regardes les visages, ils sont gris aussi. Ouais, 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 blanchâtre, ouais, ouais. Après, c'est aussi ça va dans l'aspect où se situe le film, c'est-à-dire en Angleterre, tu vois. Donc Mm. c'est normal qu'il y ait un peu ce paysage-là, mais c'est extrêmement bien retranscrit. Pareil, les effets spéciaux sont très très bien utilisés, notamment vraiment j'ai surkiffé les passages de possession de Janet. Ouais. Vraiment, c'est vraiment le truc que j'ai surkiffé avec sa voix et tout. Même quand elle utilise sa voix normale, c'est-à-dire qu'elle alterne entre sa voix à elle, c'est-à-dire l'actrice Madison Wolfe, entre sa voix à elle et la voix donc du vieil homme mort. Franchement, c'est très très bien géré. Le maquillage aussi est très vraiment surtout sur la petite Janet, Ouais. super bien faite. Et pareil, qu'on a reparlé au niveau qu'on veut à tout prix que ce soit comme dans la réalité, c'est-à-dire la même coupe de cheveux qu'avaient les personnages Les à cette mêmes époque-là. habits. Enfin, voilà quoi, il y a une véritable recherche. C'est extrêmement bien soigné. Par exemple, j'ai vu justement des scènes de making of et notamment des scènes où on montrait un peu les effets spéciaux, que même un tant soit peu quelque chose de minuscule qui ne se voit pratiquement pas à l'écran, bah même ça ils vont le retoucher quoi, pour vraiment que ça soit parfait à l'image. Bah après, ça, c'est James Wan. Il est très. Il soigne toujours ses films. Tu parles de l'imagerie. Dans tous les films de James Wan, on a une part artistique et un travail sur l'image, sur les couleurs. Par exemple, tu as Arso 1, cette couleur verte on retrouve tout au long de la série. Ça, c'est James Wan qui l'avait mis dans le premier. Mhm. Après, moi, je trouve que la réal, déjà, elle est très efficace. On a des très bonnes idées qui servent à l'attention et à la peur. Et on a beaucoup d'utilisation de différentes techniques. Donc voilà, on a le plan séquence. On a aussi la caméra subjective à la fin Mhm. Oui. qui marche énormément, qui marche très bien. Ouais, elle Parce est que, très très bien en utilisée. gros, dans la scène, on a le personnage qui est aveuglé et on voit en caméra subjective, mais flou. Et on sait qu'il y a quelque chose derrière, mais c'est flou. Et donc, on n'aperçoit pas très bien, mais on sait qu'il y a quelque chose. Ça marche très bien. Profondeur de champ aussi, pour moi, la plus belle scène, la mieux réalisée, et une qui a vraiment marché sur moi, c'est la scène où on a la scène de possession où elle veut parler donc au démon, où on a le personnage qui va se retourner. Donc le personnage en premier plan est flou et net, et le Oui, personnage qui est en second plan est flou. Et quand elle se fait posséder, tu vois que derrière c'est flou, donc tu vois pas très bien, mais tu aperçois que que le personnage commence à se transformer en vieux alors qu'à la base c'était la petite fille. Ouais, ouais, Et ouais, ça, et c'est ça qui ça dure bien. Allez, est 1 minute. j'ai revu le film hier, ça dure bien, allez, 4 5 minutes. Ouais, ouais. Et Et c'est je ça qui est trouve incroyable en fait dans cette ça scène. super bien géré, Ouais, quoi. ouais. Et en plus, quand tu analyses bien, à aucun moment tu arrives à distinguer réellement Oui, si oui, c'est c'est bien une ça. petite Oui, fille ou si c'est c'est ça. bien un vieux qui parle. C'est comme, tu sais, Vraiment. les images qu'on te fait là dans tes cours de SVT quand on te fait étudier l'œil, où on te dit, alors qu'est-ce que tu vois sur cette image? Tu vois une femme, une belle femme, et que si tu regardes un autre point, tu vois une femme moche. Tu vois, en gros, on va dire ça. Ben, c'est exactement ça dans le film. Quand tu regardes, quand tu essayes de regarder derrière, ben, tu vois, tu dis, c'est la petite fille, mais tu lèves un peu l'œil, et là, tu dis, non, c'est le vieux. Ouais. Tu vois, et ça marche super bien. Et en plus, tu as la caméra en même temps qui s'avance petit à petit, et tu dis, putain, je vais le découvrir, je vais le découvrir. Bah, il le fait pas.
Donc voilà, c'est une scène qui t'accroche du début à la fin parce que tu te dis, je veux le voir, je sais pas, je suis dans le doute. Et il joue vraiment avec ça. Dans Ouais, tout le mais il film, joue il joue souvent avec à ça. ça, ouais. Il joue C'est avec mon, ça. c'est mon Et fait, donc, après, je trouve aussi, on l'a beaucoup dit, beaucoup de gens le disent, et ça, je l'avais remarqué rien que dans The Conjuring 1, James Wan, on a l'impression que c'est une caméra qui vole Mhm. dans ses Oui. mouvements, où il y a des plans séquences dans le couloir, où il passe par les petits trous des murs de la maison. On a les mouvements de caméra où tu as l'impression que la caméra vole, quoi. Mhm. Ah oui, mais même pour moi, James Wan, je vais faire le lien parce que j'ai revu Evil Dead 2 récemment, mais tu sens que James Wan prend autant de plaisir à manier sa caméra, à faire des mouvements, enfin n'importe quel mouvement, comme Sam Raimi prenait du plaisir avec certaines scènes. Le plan, bah, on parlait du plan séquence dans la maison, qui permet en même temps d'introduire les lieux et les personnages. Mm. La scène dont tu as parlé, que je voulais parler justement, parce que pour moi c'est la meilleure scène du film, Ah oui, clairement. Clairement, moi, réussir à faire peur en un c'est plan la scène, séquence, en quoi. se jouant sur le flou, même en ayant vu, en revoyant le film la deuxième fois, je suis resté exprès sur la partie floue pour voir, en me disant, bon, je verrai peut-être à ce moment-là, à quel moment il y aura la transition entre la fille et le fantôme. Et même en restant concentré, j'ai eu du mal à le voir. Tellement cette scène m'a absorbé. On sent que James Wan arrive à... Il joue sur la manière de faire peur avec sa caméra. Ce n'est pas juste, tiens, je fais arriver un jumpscare pourri comme ça. Même s'il C'est, en fait, mais oui, évidemment, il en fait, mais au moins ils sont recherchés. Pour moi, ils oui, sont c'est clair. efficaces. Ils Et au sont moins, c'est pas, efficaces. Ils sont très efficaces, les et jumpscares, hein. c'est pas un fait Ouais. exprès qui dort. Après, il y en a Tiens, quelques-uns qui restent quand même prévisibles, tu Ouais, mais vois, ça, mais on parle après des jumpscares. ouais. On laisse finir. ouais, bah, ouais, bah, en même temps, c'est vrai, il y en a certains qui étaient prévisibles, mais il y en a, au moins, ils fonctionnent. Au moins, ce n'est pas, j'ai pas de films comme ça qui viennent en tête, mais tout ce qui, Annabelle. Tu prends Annabelle, c'est exactement ça, Annabelle. non, Annabelle, tu dis, écoute, alors je vais là, être il va y franc, avoir un jumpscare. ma mémoire a Un déjà oublié jumpscare. Annabelle pour Ah son ben, bien. ben, pour son bien, oui, parce que moi, je l'ai toujours pas oublié, et je peux te dire que le masque Jiffy qui essaye de te faire peur avec un jumpscare, ça, je m'en souviens, tu vois. Mais d'ailleurs, le réalisateur d'Annabelle, c'était le chef opérateur Oui, du premier Conjuring, et oui. apparemment, il a été remplacé. Donc, Il a été viré. Moi, j'aurais fait la même chose, que tu James vois. Wan a fait, écoute, euh, ah, tu as fait Annabelle? Non, je ne peux jamais te pardonner. Non, pas. Mais où est-ce que j'en étais avant que je parte vers Annabelle? Non, je sais, je vais pas prendre Annabelle comme exemple, mais certains films où c'est des fake scares, où c'est du genre on s'approche et oh mon Dieu, il y a un chat qui te saute dessus. Ouh, Ça, t'es censé sursauter à ce moment-là. C'est un truc complètement fou, histoire de dire, histoire que le réalisateur te dise ah ah, je t'ai fait peur avec un chat, ouais, voilà. alors que bon, la technique du jumpscare, du fake scare en eux-mêmes, c'est simplement du bout. C'est du genre, tu arrives derrière un ami qui ne te voit pas discrètement, tu lui tapotes sur l'épaule, tu le fais sursauter, c'est la même chose. Mm. Là, au moins, James Wan trouve un moyen de le faire amener. Par exemple, même la scène à Amityville, bien qu'il était dans la bande-annonce, le moment avec le miroir et la nonne, j'ai trouvé que enfin, même en ayant vu cette scène de la bande-annonce, la manière dont il faisait bouger la caméra, au moins amène la peur d'une manière efficace. Au Mm. moins, oui, il y a le jumpscare, mais c'est bien amené. C'est pas juste un bout, je te fais peur. Oui, c'est ça. Voilà. Et même pour te dire, moi, je suis tellement habitué à ces jumpscares de merde que pendant le film, je me disais, attends, je suis sûr que là, il va y avoir un jumpscare. Parce que je suis trop habitué à avoir des jumpscares gratuits de merde. Mais en fait, il n'y en avait pas. Donc ça prouve finalement que James Wan essaye d'aller plus vers de l'originalité et de bien amener ses jumpscares. Écoute, là, tu viens de me faire penser. Avant le film, il y avait la bande-annonce de Lights Out dans le noir. Exactement, exactement. Et Et bah, j'étais à côté de mon ami, j'ai fait regarde. Jumpscare dans 3, 2, 1. Là, jumpscare juste ici. c'est pour Ici, ça que moi, je vais pas aller voir ce film, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Ça va être un film qui va que jouer sur le j'éteins la lumière, je rallume la lumière, j'éteins la et lumière, je rallume la lumière, j'éteins la lumière, je rallume la lumière, et là, il y a un truc. Voilà, c'est ça. surtout que la bande-annonce te donne tout en fait. Tu sais déjà l'origine du fantôme, tu sais les trucs. Pour être franc,
voilà, peut-être pour en faire une critique pour un des sites, et parce qu'il faut toujours garder espoir, toujours. Ouais. Comme le dit Aragorn. Voilà. Pour James Wan. D'ailleurs, celui qui produit le film. Ouais, c'est lui qui produit. Ah oui. Oui, oui, Ouais, oui. mais Mais il a ça pas c'est un moyen pour se faire de la thune, hein, rien de Ouais, plus. c'est exactement ça. Quand tu regardes par le producteur James Wan, là les gens ils vont se dire ouais c'est qui James Wan? Le réalisateur de Conjuring. Ah va aller le voir, trop bien, c'est Conjuring. Tu vois, ça va être ça. Anecdote et Conjuring, je sais pas si jamais on pourra couper ça après, mais le film avait tellement, enfin, il y avait eu tellement un succès lors de sa sortie, j'étais en train de me balader à Dublin au mois d'août et j'avais pas encore vu Conjuring, j'en avais même pas entendu parler en fait, et je voyais tous les bus qui passaient avec des pubs pour Insidious 2 par le réalisateur de Conjuring, par le Ah oui, réalisateur oui, de c'est ça. Conjuring, comme si Conjuring était devenu hyper culte. J'ai été le voir au cinéma. Pour être franc, la scène de début avec Annabelle m'a fait peur juste parce que j'ai la peur des poupées. Je sors, coming out, écoutez, depuis tout petit, j'ai peur des poupées. Quand je vois Chucky, je murine dessus. Je peux pas, mais bref. Mais sinon, le film, je trouvais les effets mieux amenés, même si, encore une fois, il y a plein d'idées de mise en scène dans le premier, je trouve que dans Conjuring 2, les idées de mise en scène sont un petit peu plus concrétisées. On sent que j'ai plus l'impression qu'il y a du plaisir et plus d'inventivité dans cette suite. Pour Oui, moi. Ouais, clairement. il y a Mais même il y a beaucoup de après, jeux moi, j'ai d'ombre. eu plus peur sur le 1. Le 1 m'a plus traumatisé, en fait. Moi, c'est la fameuse scène de l'armoire où on a cette espèce de vieille sur l'armoire dans le 1. Ah oui. Cette image m'est restée dans la tête, je l'ai encore, j'ai pas pu dormir, pour te dire. J'ai Ah, pas pu moi, dormir le soir. Mais le 2 m'a fait plus peur sur le coup. Mais dans le 1, en fait, certes, le film était super bien réalisé, il était très beau et tout, mais dans le 2, il y avait plus d'idées, il utilisait beaucoup plus de techniques. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, le plan séquence, la caméra subjective, la profondeur de champ. Il utilise beaucoup plus de techniques, il se fait beaucoup plus plaisir. Et en fait, quand t'aimes les films d'horreur et d'ailleurs, quand t'aimes le cinéma et que quand tu t'intéresses à comment se fabrique le cinéma, tu te dis, ça doit être génial, toutes les petites techniques qu'il a dû utiliser pour faire pour faire le film, pour faire les différents trucages, ça doit être génial. Ça doit être génial, ça. mais même, on parle plan séquence, enfin, celui à l'école. Oui, 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 même Ben, il en fait, utilise c'était deux écoles différentes à des kilomètres l'une de l'autre. Et Ah ouais. le raccord, oui, j'ai découvert ça aussi après. Et Le ben, raccord se fait sur le mur, non? je ne sais pas. Pour être franc, je vais être franc, j'ai du mal avec à retrouver les raccords dans les plans de séquence. Je suis encore Ouais. mauvais à ça, parce que généralement, je suis emporté. C'est comme Snake Eyes, le plan séquence de début. À chaque fois que je le vois, je suis trop captivé pour me dire le raccord doit être là, le raccord doit être là. Je suis à chaque fois, oh mon Dieu, Brian De Palma, mon Dieu, pourquoi tu es tombé si bas? Non, mais après, voilà, les raccords, ils se font souvent sur des petits mouvements circulaires, tout ça. Soit il se fait au mouvement, ou il se fait au moment où à un moment, il suit une petite fille, il y a un petit mouvement circulaire, là, il fait un Ou raccord, alors et s'il soit y a aussi quelque sur chose un qui petit mur. passe devant la caméra, par Ou exemple, je vous alors donne un, c'est le mur, à mon avis. ouais, par exemple, je vous donne un exemple très connu de plan séquence truqué. Ou même, par exemple, il y a eu ça dans Spectre, mais un qui est assez connu parce que c'est un film français. Dans Les Petits Mouchoirs, Ouais, t'as tout un plan séquence dans une boîte de nuit, et ensuite, donc tout ça c'est un plan séquence, tout ce qui se passe en boîte de nuit, puis quand ils sont dans la rue. Mais la caméra est coupée au moment où tu as le videur qui passe devant la caméra et on ne voit plus que sa veste noire en fait devant. Donc ça permet en fait de reprendre à nouveau en fait la scène tout en faisant ça en deux prises, mais tout en donnant une illusion que c'est un plan séquence. Par exemple, il y a la même chose dans Spectre. Ou alors Ils utilisent le même dans procédé dans Kingsman, hein, Spectre. dans Kingsman, hein, Oui, donc, le truc dans l'église, tu vois tous les raccords. oui, oui, aussi. Bon, après, dans Kingsman, c'est assez spécial parce que le film, en fait, cette scène a été tournée au ralenti, puis elle a été accélérée au montage. Ok. une semaine de travail sur cette scène. Bah, ça Ouais. paye. Ouais, bah oui. Après, je trouvais que dans Conjuring, il y avait quand même un excellent travail au niveau des ombres. Ouais. C'est-à-dire que comment s'utiliser les ombres, notamment par exemple dans la chambre des petites filles, quand elles entendent pour la première fois la voix du vieil homme.
Mhm. où on voit justement toute la moitié de l'écran, une zone noire où on ne voit rien du tout, mais on sait que que la voix vient de cet endroit-là. Et du coup, il y a une tension qui monte tout parce qu'on ne voit rien. Et c'est réutilisé ensuite après, où tu as le vieux qui se jette sur Janet. Et un autre cas où l'ombre est extrêmement bien utilisée, et notamment c'est une ombre portée, la scène où on voit Valak dans la Oui. maison des Warren. Moi, en termes de mise en scène, cette scène, je l'ai adorée. Entre Moi, c'est la scène qui m'a fait le plus peur. ah mais moi j'ai adoré parce qu'elle était Parce que extrêmement ça marquante. joue vraiment Entre sur le subtil et sur l'ombre aussi, quand tu vois, ouais ouais quand il et on fait dit sur le tableau, sur les mains, tout ça. et on joue sur la lumière. En plus, c'est utilisé à deux fois. Entre le moment à Amityville, on a ce mouvement de caméra de gauche à droite où à chaque fois le démon se rapproche d'elle, tu sais, elle regarde le miroir, puis elle regarde derrière, puis elle regarde le miroir, puis elle regarde derrière. Et là, c'est pareil quand elle est dans son bureau, mais avec la lumière, c'est-à-dire la lumière est éteinte, elle l'allume, puis elle est rééteinte, puis elle réallume, et à ce moment-là, le démon l'attaque, tu vois. Il y a cet effet de répétition, tu vois, qui est extrêmement bien amené à ce personnage, où à chaque fois on sait jamais, c'est à ce moment-là qui va arriver, non c'est pas à ce moment-là, c'est à ce moment-là, non c'est pas à ce moment-là. Et Oui, il y a un jeu avec le spectateur qui est super bien maîtrisé et qui marche parfaitement bien, quoi. bah, même certaines scènes où c'est censé être désamorcé, mais que finalement ça revient, je pense, C'est ça, ouais. lorsque les deux sœurs, oh, il faut sur place, les deux sœurs qui voient le fantôme, qui vont dans la chambre de leur mère, Ou où l'on se dit, qui... bon, la situation est réglée, etc., et que ça continue comme ça, ou même encore, on avait reparlé avec les policiers, la manière dont, c'est une manière pour One de faire, bon, bah, vous pensiez que c'est, selon moi, je vais pas parler au nom de James Wan à chaque fois, sinon on va me prendre pour un mégalo, mais mais pour moi, c'est une certaine manière pour lui de dire, ah, vous attendiez à ce que ce soit fini, attendez encore un peu. Ouais, et Et en plus il après, tombe pas dans le cliché, il va hein. beaucoup sur la. Il en rajoute toujours quand tu crois que ça va être fini. Tu as pris un bon exemple avec l'exemple où tu as la mère qui dit, bon, allez, c'est fini, vous jouez avec ça et tout. Et que finalement, après, bah, La commode qui a tu bougé. vois la commode qui a bougé. Et pour être Ouais, franc, ouais. dans la salle, la scène juste avant, j'ai pas été surpris, j'étais dans l'ambiance, et c'est au moment où elles sont entrées dans la chambre que j'ai vraiment eu peur. À ce moment-là Après, où je me disais, bon, après, je suis dans dans ma zone confortable ou pas du tout. après, James Wan aussi, il joue beaucoup sur le subtil. Et ça, il joue aussi. Il joue. Enfin, il fait putain, pardon. Il utilise cette carte du subtil par rapport au choix de sa caméra, en fait. Il prend un très grand angle qui est un peu arrondi, en fait, sur les bords. Et je pense à la scène où tu vois je crois que c'est quand le petit garçon, il va boire et qui va pour remonter. Et en fait, vu qu'il y a un très grand angle et que tu vois tout ce qui se passe autour, tu vois très bien que dans la pièce à côté, il y a eu, tu vois, vite fait quelqu'un sur le canapé, tu vois. Et il joue beaucoup sur le subtil, James Wan. Là, ça m'a fait penser à un film que j'ai vu récemment d'un autre réalisateur dans le domaine horrifique que je conseille, même si on en parle moins, Mike Flanagan. Le film s'appelle Before I Wake. Et c'est donc, en trop vite fait, l'histoire, c'est un couple, ils ont perdu leur enfant, donc ils en adoptent un autre, et cet enfant a certaines capacités. Et la première fois que l'on voit la créature, c'est amené de manière très subtile dans le fond, d'une certaine manière, comme si, d'une manière que si l'on ne prête pas attention, on ne pourrait pas remarquer, on ne pourrait pas le remarquer. Je ne sais pas si je viens de dire une connerie Oui, là. oui, non, mais Non, c'est non, oui, non, c'est la carte de la subtilité, hein. Après, voilà, c'est surtout par le James Wan, il fait ça, il utilise intelligemment par voilà son choix de caméra. Ah aussi, on n'a pas parlé de la première scène aussi qui joue, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, j'ai un trou de mémoire. Amityville. Sur Amityville où tu vois les scènes où tu vois la femme qui est en train de tuer les enfants avec le fusil. C'est image par image. Putain, comment ça s'appelle là-dedans? Tu sais comment ça s'appelle ça, j'ai un trou. Des sautes d'image, un jump cut, c'est ça? Un jump cut, ça joue beaucoup sur le jump cut. Au début, j'étais un peu déstabilisé. Je me suis dit, attends, c'est quoi ça? Et en fait, finalement, ça marche super bien quand tu prends, bah, qu'en fait, c'est dans le cadre du souvenir, en fait. Mais Mhm.
si je peux revenir sur cette scène avec Amityville, pour moi, les quelques minutes ont enterré le premier film, Amityville. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Non, je l'ai pas vu, le film. Peut-être que c'est parce que selon moi, c'est l'un des films qui est extrêmement mal vieilli. Mais pour moi, ces quelques scènes ont réussi à enterrer le premier film. Je n'ai pas vu les autres, donc je ne peux pas le juger, mais le premier film a été enterré pour moi rien qu'avec ça au niveau efficacité, niveau retranscription de l'histoire. Mm. Voilà. Ouais, moi, au début, je me suis dit, ah putain, c'est cool, on est dans la civile et tout. Et après, voilà, il utilise des trucs qui ont, c'est pas commun en fait. C'est pas commun. Il essaie vraiment de se démarquer avec sa mise en scène et sa réalisation. Et voilà, l'effet du jump cut, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, quoi. Et c'est des Non, en trucs fait, qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. c'est Ce qu'on a justement. l'habitude de voir, c'est des jump scares, tu vois. Ouais, mais c'est justement donner cet aspect étrange et déstabiliser le spectateur dès le Oui, début, c'est quoi. sûr, parce que tu sais pas Parce ce que qui se passe. tu sais pas où est-ce qu'il t'entraîne, tu sais pas Ouais, vers où c'est il veut ça, ouais. t'entraîner. Et quand tu vois même la scène, elle a pas de fusil quand elle tire. Et Ouais, après, il y ouais. a ce plan que je trouve terrifiant, enfin, qui je trouve hyper glaçant, où elle se retourne et là, tu vois que dans le miroir, c'est pas elle, mais c'est le mec. Et c'est un peu au ralenti, en fait, tu vois. Et je trouve Et que c'est surtout, il super y a une efficace. très bonne utilisation du zoom, mais tu sais, bien à l'ancienne, dans les années Oui, oui, oui. 70, qui est très très bien utilisé. Et tu sais, de nos jours, j'ai l'impression que beaucoup de personnes dénigrent le zoom, alors que moi, par Ouais. exemple, je suis une personne qui vraiment aime beaucoup les zooms si c'est bien utilisé. Et Mm. là, dans Conjuring 2, les zooms sont très très bien utilisés parce que les zooms, faut pas oublier, c'est un moyen de mise en scène, car en fait, ça permet en fait de donner toujours une profondeur dans la psychologie du personnage. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à avoir une certaine révélation, c'est toujours dans les révélations qu'on a ça, le zoom sur le personnage qui commence à comprendre quelque chose, ou bien le dézoom lorsqu'on est bien focalisé sur elle. C'est-à-dire que lorsqu'on va zoomer sur le personnage, ça va être une révélation qui va venir de l'extérieur et qui va être soudaine, alors que par exemple le dézoom sur le personnage, ça va être une révélation qui va venir après une certaine réflexion en fait. Et ça, c'est extrêmement bien utilisé. Et ça, à tous les moments, hein. Et sinon, si je peux vite reparler d'une autre scène où James Wan surprend d'une certaine manière, celle du chien et l'homme tordu en Oui, VF. oui, oui, oui. Mhm. Ça, franchement, je l'avais pas vu venir, ça, hein, clairement. Oui, Moi non plus. Je m'attends, pour être franc, déjà quand j'ai vu le chien sonner la cloche, je me suis dit, oh c'est con, il va réutiliser cette scène, c'est prévisible. On voit le petit garçon qui répond au chien, qui dit bon allez, il va ouvrir la porte, il va y avoir le fantôme. Et juste cette transformation du chien, je crois que ça m'a traumatisé dans la salle. Et je viens d'apprendre qu'en fait, la créature elle-même, c'est apparemment un acteur, pas du CGI ou de l'animatronique, mais qu'apparemment, je vais retrouver l'information parce que j'avoue que ça m'avait étonné, mais apparemment, donc, c'est un acteur à qui James Wan a demandé de se déplacer comme une marionnette, ainsi, afin de refaire le personnage comme il devrait être. alors, le personnage, enfin la personne qui joue justement le personnage de l'homme tordu, c'est Javier Botet, donc un Voilà, c'est ça. espagnol, et qui est en fait surtout connu pour tenir des rôles de zombies, de tueurs ou de monstres en fait. Il joue souvent des zombies en tout cas. Enfin, c'est ce que je lis sur Wikipédia après. Ah, bah, je croyais que c'était en FX, moi. Ah, Bah, pareil, hein? Pareil, même je pensais que chose. c'était un FX. Je m'attendais vraiment aussi de la de la stop motion, une certaine manière d'utiliser des techniques Mhm. d'effets spéciaux classiques, Ouais. de les remettre ici, mais j'avoue, utiliser un acteur, bon, en plus, dans Et les en acteurs plus, de il a un rôle, physique comme ça, hein. Bah, C'est, en fait, après, il a une dans le maladie. film, quand tu regardes, voilà, utiliser un acteur, on est très dans la mise en scène, on va dire à l'ancienne, quoi. La fabrication du film à l'ancienne. un peu comme les personnages qu'interprète Doug Jones dans les Hellboy, dans le Labyrinthe de Pan, dans Gainsbourg, Vie héroïque, Oui, l'acteur oui. qui, ouais, Oui, c'est je une vois ce que certaine tu veux manière dire, de. ouais, Ouais, mais quand tu vois vraiment tout le film, tu vois le making-of, c'est vraiment genre film à l'ancienne, pas trop d'effets Ouais, spéciaux, tout ça. avec les Ouais, moyens avec du des bord, propres. hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il utilise plein de petites techniques, la chaise qui bouge, tout ça. Ça fait Oui, vraiment.
c'est de la fabrication, on va dire, artisanale. Ouais, en fait, on Oui. revient sur les tournages Ouais. de l'âge Mais d'or pour de moi, de toute Hollywood, façon, hein. pour faire un film d'horreur, je pense que c'est comme ça qu'il faut les faire. Ouais. Moi, je pense que ça marche beaucoup plus. Par exemple, Et tu c'est veux faire surtout une se mettre scène dans de une gore, ambiance, en fait. tu veux C'est faire ça une... qui est important. Oui, voilà, mais genre, tu veux faire une scène de gore, tu l'as fait à l'ancienne avec du faux sang, des boyaux, des faux trucs, tout ça, qu'avec des CGI dégueulasses, genre, par exemple, Efficacement finale. Saut 3D, quand t'as la femme, elle se fait découper, là, au début, là, avec la scie, et Ouais. c'est fake et ça te sort complètement, tu vois. Moi, je pense surtout à Destination Finale 4 ou les Oui, Destinations après, ouais, Finale. les destination finale aussi, ça ne sort plus, quoi. Ouais, ouais. Par contre, je viens de regarder donc sur le meilleur ami de l'homme, Google, après l'acteur. Et vu que je parlais beaucoup de Guillermo del Toro, il a justement tourné, apparemment c'était lui dans Mama, production Guillermo del Toro, c'était lui qui faisait la mère, mais il faisait aussi les fantômes enfin certaines parties des fantômes dans Crimson Peak, comme Big Mhm. Joe. Ouais, ok. Ouais. Alors, Voilà. est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur la réalisation, qui est le gros morceau du film, hein? Moi, je dirais qu'en fait, aussi, le fait de tourner que ça en petite équipe et le fait aussi de vouloir tout retranscrire en fait comme dans la réalité, parce que c'est quand même assez fou à quel point James Wan ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les scènes filmées donc à l'intérieur, en intérieur, c'est-à-dire dans la maison, sont filmées en studio. Mais c'est fou à quel point en studio, il a recréé presque quasiment à l'identique la réelle maison d'Enfield. Parce que ce qu'il faut savoir en réalité, alors, ils ont bel et bien tourné à Enfield. Ils ont tourné à Enfield les scènes d'extérieur. Euh, ils ont filmé devant la maison donc des Hudson, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, des Ouais. Hudson. Et c'est fou à quel point dans le studio, ils ont refait tout pareil. Et même en studio, ils ont même refait l'extérieur de la maison aussi. Elle est identique à la réalité. Et donc, cette envie de s'imprégner d'une ambiance, d'être à fond dans quelque chose de réel et de donner justement cet aspect de bah, ça s'est réellement passé, tu vois. Mm. Et ça, franchement, c'est assez dingue quand même, hein. Et après, On voit pas ça comme tous les tu l'as jours. dit tout à On l'heure, voit pas ça tous les jours. il y a un grand travail de documentation. Après, Ouais. moi, juste pour la mise en scène, j'aimerais juste rajouter un truc. Moi, quelque chose qui marche vraiment sur moi et qui me fait peur, et tout à l'heure on parlait de subtilité, c'est que c'est plus euh, un truc surprenant au niveau sonore que quand tu le vois en fait. Par exemple, le premier, quand on s'aperçoit qu'il y a un esprit, euh, on te montre pas le vieux, on le fait crier. Et Mhm. ça, je trouve que ça marche tellement bien. Et c'est une des scènes qui m'a fait le plus peur, quand tu entends le vieux crier tout d'un coup. Et voilà, on parlait de subtilité, il te l'a pas montré crier, il t'a juste il t'a juste montré son cri en fait. Il t'a pas montré le personnage en lui-même, tu vois. Et quand on parlait de subtilité tout à l'heure, on peut aussi inclure ce point-là. Et Ouais. encore Bon une fois, après c'est voilà très c'est efficace, très hein. subtil mais faut pas non plus crier faut pas non plus dire que James Wan renouvelle le genre hein, comme Non, j'ai non, pu l'entendre. non, non, Mais ouais non mais on faut dit pas voilà ça. non c'est Mais il utilise des techniques qui, on va le dire, marchent extrêmement bien. Moi, ouais le elles sont cri, pas c'est quelque chose qui putassières hein. marche très bien sur moi. Au lieu de faire un jumpscare où tu vois le vieux faire ah comme ça tout d'un coup, il te l'amorce la première scène en le faisant juste crier. Et après, pendant toute la scène, tu t'imagines un peu la gueule qu'il doit avoir, ce Ouais, ouais. truc. Et puis même tu sais je parlais aussi de cet effet tu sais de va-et-vient. Il est aussi utilisé avec le vieux justement notamment avec la scène de la télévision. Il Ouais. va Oui, oui. allumer, éteindre, voir si ça marche ou non. C'est pareil, c'est très, très très bien utilisé parce que tu ne sais jamais à quel moment il va apparaître, Et justement. surtout qu'il joue aussi sur l'attente du spectateur qui va aller réfléchir un petit moment, va se dire le vieux va apparaître dans la télé. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va apparaître dans la télé. Oui, Et oui. là, on te fait un plan en fait sur la télé grise où tu dis bon le prochain c'est sûr ça va être sur la télé. Ben en fait non, on te fait juste un petit plan sur la petite fille et en fait le vieux est derrière. Encore une Mm. fois, le jumpscare, c'est un jumpscare, mais encore une fois, il est bien utilisé, il est assez inventif parce que bah, c'est pas là où tu t'attendais à voir le jumpscare. Ouais. Et c'est bien utilisé en fait. Ouais.
Parce que quand on sait instaurer une bonne ambiance, à ce moment-là, les jumpscares quand tu sais très bien les installer, ils sont très efficaces et ça marche tout seul, tout simplement. Voilà. Donc, Ah non, c'est... on passe sur les personnages. Ouais. Ok. Donc, ben, vas-y, Liam, si tu veux parler des personnages. Ah non, Je ne sais si tu veux, tu vas parler des personnages. Oui, oui, de toute façon, si tu ne parles pas des personnages, on va te faire regarder Aladdin. Bref, personnages, bah, pour être franc, je les ai tous trouvés intéressants d'une certaine manière. Que ce soit Ed et Lorraine, où l'on sent vraiment l'alchimie entre Vera Farmiga et Patrick Wilson, que ce soit la famille, que l'on sent vraiment unie avec le trauma derrière du père qui est parti. Puis même d'autres personnages un petit peu plus mis de côté, comme Maurice Strauss, qui à un moment dans sa... Je ne vais pas dire que c'est la scène qui m'a le plus ému, mais je trouvais ça assez bien. Au moins, c'était chercher l'intérêt pour un personnage secondaire. C'est le dialogue avec Lorraine Warren, où il Ouais. explique comme quoi il espère prouver qu'on peut discuter avec les morts, etc. Qu'elle pense que c'est juste pour la célébrité, alors qu'il explique qu'en fait, il a perdu sa fille. Non, je n'ai pas envie de dire une Oui, connerie oui, encore. c'est sa fille. Et Voilà. oui, ça, Il a j'avais trouvé ça perdu hyper intéressant parce que, comme le personnage de la femme Warren, on se dit, ouais, ce gars, c'est juste un connard qui veut faire un peu de buzz, quoi. On va dire ça comme Oui, ça. il a Mais amorcé finalement, comme tu ça. vois que le gars a un background, quoi. Et il n'est pas là Ouais, en pour. plus, ouais, pour un personnage secondaire, donner un background aussi intéressant, c'est très très bienvenu, hein. Ouais. Ça se voit que James Wan aime beaucoup les personnages qu'il nous décrit, hein. Moi, par exemple, je trouve vraiment tous les personnages, je me suis vraiment attaché à tous les personnages du film. Notamment, ce qui aide beaucoup, c'est je trouve que les acteurs sont tous excellents. Notamment, gros coup de cœur pour Madison Wolf, la petite fille qui joue Janet justement. Elle est franchement excellente. Elle a seulement 13 ans et franchement, c'est son premier gros film où elle est en tête d'affiche. Et je pense que ça l'a propulsé comme ça a propulsé le gamin là, qui a joué dans Inside Use, aussi un film de Ouais. James Wan, en espérant qu'elle aussi. Je pense sincèrement que c'est une grande actrice à en devenir, hein. Ouais. Vraiment. Liam, Et après, assez après, intéressant, c'est que attends, on pourrait croire. laisse finir Liam, laisse finir Liam. on- Non, j'allais justement réagir sur ce que disait Adam, Ah, donc je le d'accord. laisse parler avant. Je suis poli. Vas-y, d'accord. ce qui est intéressant à analyser, c'est que malgré que voilà, c'est un film qui se passe en Angleterre, on pourrait croire que ce sont des acteurs anglais. Mais il y en a beaucoup qui sont des acteurs américains, et même pour Madison Wolf, qui est une actrice américaine, mais qui a un excellent accent Anglais. Non, britannique dans le après, moi, film. j'ai vu le film en VF. J'ai vu le film en VF. Ah, ben, En VF, en j'ai vu ça, VO, ça. ils ont tous un accent britannique qui est extrêmement bien, en fait, qui fait très très naturel, alors que ce ne sont pas des acteurs anglais, tu vois, ce sont des acteurs américains. J'ai vu les deux versions, je confirme ce que dit Adam. Et pour parler de Madison Wolf, elle me rappelle sur le premier film Joey King, qui faisait la plus jeune, je pense, dans la famille, et qui est aussi pour moi, niveau jeune actrice, qui est aussi très douée. Quand on voit le niveau de certains acteurs qui sont des acteurs enfants qui, même si ça peut être très difficile, il y en a beaucoup qui sont de qualité assez variable. Je me rappelle, oui, c'était Quentin Dupieux qui parlait lorsqu'il travaillait sur Réalité, lorsqu'il cherchait la petite fille. La plupart des fillettes qui venaient lors du casting, elles parlaient d'une manière publicitaire ou à la manière d'une série Disney Channel. Mhm. Pas vraiment, je vais pas dénigrer Disney Channel. Si, je dénigrerai Disney Channel. Le niveau des acteurs, on peut dire que c'est un petit peu à la ramasse, que c'est soit du surjeu par rapport aux adultes, mais même aussi de la part des enfants. Alors que des actrices comme Joey King et C. Madison Wolf, on sent que ce sont des grandes actrices en devenir, comme pour parler d'un autre enfant acteur qui, pour moi, m'a impressionné. Je ne sais plus son nom, mais le petit garçon dans Looper, Mhm. que je trouvais aussi d'excellente qualité, alors que on parle que les enfants sont souvent mauvais acteurs. Jack Ouais, Black. mais c'est pas vrai. Après, il y a toujours deux écoles, hein, entre les enfants acteurs qui jouent dans les publicités. Eux, ils sont formatés à un type de jeu qui est
assez médiocre. Après, c'est aussi le travail du metteur en scène. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que la plupart du temps, lui, le réalisateur, il va passer son temps à diriger les acteurs. La moitié du tournage, il fait que ça. Et là, on peut dire que, encore une fois, James Wan, c'est extrêmement bien diriger des enfants acteurs, que ce soit dans Inside Youth ou dans Conjuring. Il les dirige extrêmement bien. Ça se voit que le gars arrive à faire transmettre des émotions à de très jeunes acteurs. Et franchement, là, de nouveau, encore une fois, il nous prouve qu'il sait très très bien gérer ses acteurs, qu'il arrive à les faire jouer. Et voilà, on a un jeu d'acteur excellent. J'espère sincèrement que ce film va la propulser et qu'elle aura une belle carrière, hein. Et, Après, et- t'as fini, Adam? oui, oui, oui. Moi, après, au niveau des personnages, je trouve que, voilà, au début, je disais Conjuring, c'est un très bon film d'horreur, mais c'est un très bon film tout court. Je pense qu'il. Pardon, excusez-moi, je vais reprendre du début. Au début, je disais que Conjuring était un très bon film d'horreur et aussi un très bon film tout court. Ce qui prouve ça pour moi, c'est qu'on a des personnages où on a de l'empathie, on s'est attaché pour eux, et contrairement à beaucoup de films d'horreur, on ne veut pas voir les personnages mourir à la fin, parce qu'on s'est attaché à eux, et ils ont été Si, suffisamment développés. Et quand tu regardes, tous ces personnages ont des petits traits de caractère que qui sont développés, où tu peux t'identifier un minimum, en fait. Et quand tu regardes, c'est vraiment tout. Tous les enfants, chacun sa scène chacun a sa propre scène en fait. Quand tu regardes les enfants, même un qu'on n'a pas vu beaucoup, c'est Johnny. Bon, sa scène, elle est un petit peu risible. Ouais, je crois qu'il dit, il faut protéger notre famille. Je vais y aller, je vais affronter le démon. Quand tu regardes, ok, bon, moi sur le coup, ça m'a fait un peu rire, mais quand tu regardes, ça développe le personnage et tu as de l'empathie pour lui parce que tu dis, au final, le gars, il est prêt à tout alors qu'il est tout petit pour protéger sa famille. T'as la même pour la mère. La mère, tu vois qu'elle est vraiment pas bien. Les Warren, où on a, comme tu as dit, une alchimie. Les Warren sont vraiment des personnages que j'adore, quoi. Ils sont toujours là à vouloir aider un maximum. Quand tu vois la famille ne va pas bien, ils sont là, on va vous faire un petit peu de musique. Un trait de caractère du personnage de Ed Warren, notamment, qui répare tout dans la maison juste pour rendre service, quoi. C'est des personnages hyper sympathiques humainement, en fait. Ils sont juste là pour aider et pour rendre service, tu vois. Hmm. Et c'est ouais, pour parce ça qu'ils qu'à ont. la fin, t'as pas envie de les voir mourir parce que voilà, Ed Warren à la fin, sa femme a une vision qui dit mon mari va mourir, ou à la fin tu te dis j'ai pas envie de le voir mourir, ou alors quand tu vois par exemple dans tous les films d'horreur, tu te dis ouais je suis avec le monstre, je veux que tous ces cons meurent parce que ce sont des gros clichés, tu vois, et ils vont crever. Là à la fin on a clairement le doute, tu dis est-ce qu'il va crever ou pas, et tu te dis j'ai pas envie qu'il crève, quoi, parce que je me suis beaucoup trop attaché à lui, en fait. Mais ce trait de caractère dont tu parles, ça se ressent aussi, parce que les personnages ont évidemment leur casserole derrière. Les Warren, bah, ils ont enquêté sur plusieurs affaires occultes et on sent que ça les a marqués. On sentait dans le premier film le, le fantôme qui était rentré en contact, le démon qui était rentré en contact avec Lorraine et qui, même si sans que ce soit expliqué, on sentait qu'il y a quelque chose qui la retenait et qui la marquait. On ressent encore cette même chose avec la nonne ici, et même les réactions des gens par rapport à leur activité. Et la présence de l'émission, enfin, l'invitation à l'émission télévisée où, où on les traite comme juste comme des personnes malhonnêtes qui profitent des gens en faisant croire à des trucs occultes, alors que eux veulent juste aider les gens parce qu'ils ont vécu la même chose. Ouais, c'est ça. Ils ne Et veulent limite, pas, ils savent à quel point c'est douloureux aussi bien niveau physique et psychologique, mais surtout du point de vue extérieur. Tu ne vas pas dire ah bah ma famille était possédée par un fantôme, enfin était possédée par je ne sais quelle entité, on va dire par un fantôme, excusez-moi. mhm. Les gens vont regarder bizarrement. C'est même c'était Jeannette qui disait un moment, je pense, comme Oui, on a quoi, tout, ce que tu dis, c'est résumé dans la scène où elle parle à la petite fille, quoi. ouais, Où elle dit tout le monde me regardait bizarrement et tout, et il y a une personne que j'ai trouvé qui m'a cru, que j'ai fait, je l'ai épousée. Ouais, ouais, voilà, cette scène elle est très très belle, hein. ouais, même si d'un côté après tu peux dire
Oui, mais le film, c'est une certaine manière pour l'Église catholique, pour montrer que la religion c'est bien, mais il faut vraiment y aller. Oui, mais en fait, et en plus, quand tu regardes, tu dis ça, mais quand tu regardes dans le film, ils disent la, l'église ne va pas vouloir qu'on intervienne puisqu'il n'y a rien, tu vois. Et eux, ils sont persuadés qu'il y a encore quelque chose, et leur seul et unique but, en fait, quand tu réfléchis, ben, c'est pas de trouver des événements, de trouver des entités, des fantômes, tout ça. C'est avant tout aider une famille. Bah, c'est aussi un point qu'on avait d'une certaine manière dans le premier film. Il y avait une scène où les Warren arrivaient dans une maison qui était soi-disant hantée, et ils montraient comme quoi la maison n'était pas hantée d'une certaine manière. Ils ont leur croyance, mais leur croyance ne les aveugle pas. Ce qui est assez intéressant, parce qu'on pourrait dire le film c'est juste une propagande catholique, alors que ces personnes, oui, la religion compte pour eux, mais ce n'est pas ça qui, ce n'est pas ça qui les guide. Ils ne vont pas suivre les ordres de l'Église directement. Dans le premier film, ils n'attendaient pas l'approbation du Vatican pour faire l'exorcisme. Ici, même si l'Église les envoie, mais d'un autre côté, on sent qu'ils s'interviennent. Ils vont même lorsque l'on croit que c'est faux, que l'Église ne pourrait plus agir là-dessus, ils reviennent quand même pour aider la famille, parce que ce n'est pas leur religion qui les guide, mais leur croyance. Mm, c'est ça. Et On après, pourrait... quand tu regardes aussi, même le fantôme un background est développé en fait. Moi, j'avais beaucoup aimé ça, c'est que tu apprends en fait que finalement, le fantôme que tu disais, ouais, le gars, le gars, c'est l'enculé de l'histoire, quoi. Il veut buter les petites filles, tout ça. Mais quand tu regardes, en fait, c'est que lui, il est juste menacé en fait. mm -hmm. Il est juste menacé par la nonne. Et tu dis, putain, James Wan aime ces personnages et il va même aimer les personnages qu'on va dire un peu les méchants de l'histoire pour leur donner un petit peu d'empathie. Ouais. Je trouvais que c'était une scène vachement émouvante quand tu voyais le vieux sur le canapé qui disait, vous savez, moi c'est juste parce que on m'a menacé, tu vois. Et qui Moi je veut suis mort là et que je veux juste revoir ma femme. Ouais. Mais en plus, vous savez, c'est cet aspect de la possession de quelqu'un par un être qui est déjà possédé par un être, ça c'est, tu vois que, enfin, je pense, je suis pas sûr, mais je pense que James Wan s'est inspiré de l'Exorciste 3, où il y a aussi pareil un truc avec le démon Pazuzu qui possède l'esprit d'un criminel, qui possède le père, enfin, là il y a tout un truc là-dessus qui est assez intéressant. Ouais. Mais comme tu dis, moi, voilà, moi au niveau des personnages, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment aimé parce que même le méchant, tu arrives à avoir de l'empathie pour lui. C'est pas juste un film d'horreur qui te balance des clichés et que tu as envie de voir les personnages mourir. Là, tu as envie de les voir vivre. Moi, les Warren, je trouve que c'est des personnages ultra sympathiques, quoi. Limite, j'ai envie vraiment de les rencontrer en vrai, quoi. Quand tu Ouais. vois toute la scène où il va essayer de chanter, il rajoute un peu d'humour en faisant une grosse voix et tout. La scène est ultra émouvante puisque tu te dis le gars, il court quand même un danger, mais il veut juste aider la famille parce que elle n'est pas heureuse, quoi, leur donner un peu de sourire, tu vois. Et, euh, et voilà, ça crée l'empathie envers le personnage des Warren, qui était déjà d'ailleurs très sympa dans les premiers. Hein. Ouais. Et un Et après, truc. même dans le premier Conjuring, tu avais cette idée de je veux pas voir mes personnages principaux mourir parce que ils ont été bien développés. Toi, t'as pas vu le film Adam, le Conjuring 1, à la fin, c'est la mère de la famille qui se fait posséder en fait. Spoiler. Voilà, c'est la mère de la famille qui se fait posséder. Et donc toi, tu te dis, putain, j'ai pas envie, j'ai envie, il faut qu'elle meure quand même, tu vois, tu te dis, il faut qu'elle meure parce que comme ça, elle laissera les autres tranquilles, mais j'ai pas envie de la voir mourir parce qu'elle a été suffisamment développée et on a eu de l'empathie pour elle. Et voilà, James Wan, il est très fort pour ça. Il prend vraiment soin de ses personnages. Il prend vraiment soin de ses personnages. Ouais, il sait leur donner une humanité à ces personnages-là. Ouais. Ben, quand on parlait du thème de la famille, là c'est hyper bien retranscrit, hein, voilà, avec la scène de Johnny, où à un moment il lui dit le plus important c'est c'est la famille et c'est de défendre ta famille. On a vraiment l'alchimie. Limite, t'as l'impression que voilà, c'est vraiment une famille que tu vois, quoi. Je trouve que ça fait du bien par rapport à beaucoup de films, enfin, à beaucoup Voilà, de films voilà, d'horreur la et maison aussi beaucoup de Carvesi. blockbusters.
beaucoup trop films où les personnages sont très mal écrits et sont des silhouettes. Voilà, Bah, quoi. C'est des clichés quand tu vois tous les slashers, tout ça, c'est tous des clichés. Et t'as juste envie de les voir mourir d'une manière marrante, quoi. je vais je vais reprendre l'exemple de Destination Finale 4. Exactement. Et Destination Finale, c'est juste ça. Tu vois des morts rigolotes sur des personnages auxquels t'en as rien à foutre. Bah, même Conjuring, voilà, c'est ça. le 3 qui me fait beaucoup rire, et que j'ai en DVD juste pour l'option Choisis leur destin, parce que ça me fait rire, voilà. Mais c'est vrai, les personnages se caractérisent par le pervers, les deux bombasses, on va dire, légèrement écervelés, pour être gentil, euh, le noir de service qui évidemment se fait tuer parce que, Le noir, voilà. parce qu'il aime le Ouais. KFC. Pardon, excusez-moi, je ne suis pas raciste. Là, on va se retrouver avec plein de trucs. Je sens les commentaires du genre t'es trop raciste, Ils ont c'est l'habitude, pas ils cool. savent que- Je suis pas raciste, je suis noir. ils savent on fait des blagues comme ça, c'est pour rigoler. Mais c'est parce que j'ai vu les commentaires avec pourquoi j'ai pas mangé ton Ah père. ouais, non, mais... Voilà. Ouais. Enfin, ouais. Pourquoi j'ai pas mangé mon père que j'ai résumé en pourquoi j'ai pas terminé le film. Tout simplement. Ouais. Après, Adam ou quoi, t'as quelque chose à rajouter sur les personnages? Moi, je voudrais dire que j'ai surkiffé les passages de possession Ouais, tu l'as déjà dit. de Jonathan. Ouais, j'ai déjà dit, mais vraiment, mais c'est un truc, c'est pas que ça me faisait flipper, mais que c'est que je kiffais voir ça. Entre Après, la voix du vieux, mais qui vraiment, on a- il a un truc, tu vois, c'est une voix tellement particulière sur une petite gamine comme ça, et vraiment la petite gamine, elle a de ses expressions ah oui, faciales elle a les yeux excellentes. quand elle rigole au début. Quand elle rigole, en Mhm. plus, elle a les dents d'SCH, la fille, tu vois. Oui. Donc, ça fait vraiment un sourire vraiment pervers, tu vois. Tu Ouais. t'imagines le vieux derrière faire la même chose. Et après, on n'a pas parlé de quelque chose qui est quand même le point central du film, c'est la nonne. Et Oui, putain, la Ouais, la nonne. nonne, ouais. Mais qui est la aussi fille, c'est Marilyn Manson, on dirait. Mais, oh mon Dieu, mais les frissons que j'ai. La scène où on voit la peinture où tu dis c'est elle ou c'est pas elle, tu dis, mais attends, putain, la fille, elle fait flipper. Annabelle à côté, je peux dormir à côté, je peux dormir, elle est en face de moi, Annabelle, à côté de la nonne, hein. Je vous le Alors, dis direct. je vais vite dire deux trucs sur la nonne. D'abord, la nonne va avoir son spin-off comme Annabelle. Ouais, mais ça va être de la merde, Annabelle ça. qui aura Annabelle 2 qui sera le parrain des films d'horreur apparemment. Non, ça ne pue pas l'écocentrisme. Et aussi la nonne qui, pour moi, quand je parlais de la manière dont on différencie croyance aveugle et croyance réfléchie, qui est aussi une certaine manière pour ça, la nonne qui prend cette forme, juste pour inquiéter Lorraine, pour la faire douter sur sa croyance envers sa religion, envers les esprits, ses croyances en général, juste représentées par cette nonne, pour moi. Et la nonne, mais en plus, comment elle est introduite, quoi. Oh, Elle est comme ça dans le couloir, elle tourne les talons, elle s'en va. Ouais. C'est un truc de Non, fou. mais elle est extrêmement bien iconisée, hein. Ah, il y a Ah une oui, c'est clair. iconisation sur son personnage, il est incroyable. Ben, Et c'est ça le a une personnage que tout le monde a prestance. Il a reconnu, une quoi, prestance de ouf. que tout le monde a retenu ensuite, quoi. C'est la Mm. nonne. Bah après, mais ça marche, c'est comme Annabelle dans le premier. Mais clairement, la nonne, dans celui-là, ça faisait longtemps qu'un personnage de film d'horreur m'avait pas fait peur à ce point, quoi. moi, mon petit coup de cœur, ça reste quand même l'homme tordu. Et Ah l'homme oui. tordu aussi, j'ai tellement kiffé. En fait, moi, j'avais vu aucune bande-annonce et j'avais vu une critique qui montrait une photo où tu voyais l'ombre de l'homme tordu. Mais je kiffe tellement le style, euh, le truc grand, peu marionnette en fait. Mhm. Je kiffe tellement le style et en fait, voilà, il y a un grand travail sur le look des personnages, sur la nonne, le vieux ou l'homme tordu. Je Et trouve moi, que c'est vraiment une bizarrement, le très bonne vieux, équipe. tu sais, bizarrement, le vieux, je l'ai trouvé plus effrayant que la nonne. Ah non, moi, c'est la nonne. La nonne, Moi, clairement. le vieux, tu sais pourquoi? Parce que regarde, si tu remarques bien, la gueule qu'a le vieux, elle ressemble beaucoup à la gueule qu'a la nana dans Dead Silence. Oui, Ouais, de ouais, Ouais, loin, c'est vrai, ouais. de loin. ouais, de loin. Et pareil, le démon de Inside Youth, qui est Ouais, rouge et noir. Et là, on a une nonne, un démon qui est blanc et noir, tu vois. Il y a, tu par contre, peux je faire des trouve trucs que la parallèles. nonne, elle ressemble à le monstre d'Insidious, là, avec les lumières, avec les bougies. Un Ouais, peu. ouais. Mais
Non, moi, clairement, c'est la nonne au niveau du look, au niveau, voilà, toute blanche. La fille, on dirait Marilyn Manson. C'est, C'est ce qu'elle amène au niveau thématique. ah oui, c'est clairement, ouais. Là, au niveau, voilà, on parle des personnages et même au niveau des monstres, James Wan, il a fait vraiment un bon boulot. Il a utilisé de bons personnages, de bons traits de caractère et au niveau des monstres, il a utilisé de bons looks, de belles Ouais, il visualisations crée. et aussi de belles profondeurs au niveau du vieux qui finalement on se rend compte que c'est pas non plus lui le méchant de l'histoire, c'est la nonne. Il crée toute une mythologie à travers cette saga de Conjuring, hein. On a plusieurs justement démons et ainsi de suite, et ça va créer tout un bestiaire. Non, ça est Ouais, mais franchement c'est tout très un très univers quand maîtrisé. tu regardes à la fin, bah, dans le musée Warren, là, quand tu regardes tout ce qu'il y a, tu dis putain, mais il y a beaucoup de choses en fait. Hmm, Et ouais. tu te dis, ça pourrait être le début d'une saga horrifique qui pourrait rapporter de l'argent d'un côté, mais qui pourrait apporter des Et choses quand tu regardes, c'est scénaristiques. comme là, ils commencent déjà à faire les spin-offs Annabelle, ils vont faire les spin-offs sur la nonne, mais voilà, je sais pas moi. Ouais, bon, à mon avis, Faut pas en faire un trop non plus, quoi. ouais, c'est sûr, à mon avis, Laisser ils un vont peu de faire un 3, mystère, un mais. peu, au lieu de tout Ouais, montrer. ouais. Bah, Mais surtout, après, espérons que ça meurt pas comme Jason ou Freddy ou Ou encore même Halloween, Saw, hein, quoi. ou même Saw, Ouais, euh, ouais, c'est ça. ou même Saw. mais je ne comprends pas, Halloween ne s'est pas du tout perdu. C'est pas comme s'il y avait Halloween Résurrection qui se passait dans une émission de télé-réalité. Jason X, ça se passe dans l'espace. Moi, Jason a quand même apporté l'un de mes nanars préférés, Jason va en enfer. Oh Ah putain, oui. c'est à la Qui, fin où tu vois Freddy. oui, déjà, et juste la scène de début avec, je ne sais plus si c'est le FBI ou la CIA qui mitraille Jason, qui lui balance des grenades, etc. Cette scène me fait triper à chaque fois tellement elle est n'importe nawak, mais marrante. C'est le genre de scène qui me fait bien marrer, comme l'interrogatoire dans la prison par le mercenaire. Ouais. Est-ce que des choses à rajouter? Il y a des choses à Bah, rajouter je sur les voulais dire personnages? plus des anecdotes qui sont extrêmement intéressantes quand même à savoir. C'est que Moi, j'y balance alors. Tu m'attends. Lorraine Warren était présente lors du tournage de Oui, Conjuring parce 2. qu'elle est toujours pas morte. Ouais, Elle a elle est toujours toujours pas pas morte. décédé. Et Elle le était là mari, sur par le contre, est mort. tournage. Voilà, elle était justement, elle parlait beaucoup avec Vera Farmiga. Et alors ça, je suis pas sûr parce que j'ai pas eu encore la confirmation, mais il me semble qu'il y a il y a les deux petites sœurs Hudson qui étaient aussi sur le tournage. Après, je dis ça, je dis que ce sont elles parce que elles ressemblent beaucoup, elles ressemblent justement aux deux sœurs quand je reprends les clichés d'origine, quoi. Mais après, j'en suis pas sûr, mais il se Euh, pourrait que ça soit elle. j'ai lu apparemment qu'il y avait une partie de la famille qui était venue et que Ouais. l'interprète de la mère n'a pas voulu les rencontrer pour ne pas affecter son jeu. Mhm. Et sinon, si je peux vite refaire une remarque, je pense qu'on l'a déjà dit, mais l'un des défauts dans beaucoup de slashers, évidemment, je ne prends pas les bons, on parle bien des trucs à la destination finale, etc. Les, euh, l'un des grands défauts, c'est lorsqu'il n'y a pas de scène horrifique, qu'on en est au travail des personnages, vu qu'on a affaire à des archétypes, ça devient, on a droit à des scènes assez chiantes, alors que Bah oui, justement, parce le que travail des personnages bien fait, je me suis pas ennuyé une seconde, même tout ce qui est dialogue, etc. Le film fait quand même plus de 2 heures. On pourrait penser qu'il pourrait y avoir un ventre mou, etc. Et bah, même c'est s'il ce y que a, je pensais, moi, hein, au début de voir le film. C'est ce que je pensais, mais en fait, finalement, tu es tellement impliqué, tu as tellement de bons personnages que là, c'est pas une succession de scènes horrifiques. Il y a du développement, il y a des scènes touchantes, il y a des scènes drôles, ce qui rend le film totalement agréable et qui passe tout seul, quoi. Ouais, mais c'est ça en fait le point fort du film, c'est que tu es tellement à fond dans les personnages que en fait tu oublies que c'est un film d'horreur presque, hein. Bah oui, mais c'est pour En ça que fait je dis, l'horreur, elle c'est pas un t'intéresse film plus, hein. d'horreur. C'est C'est plus l'horreur film qui tout t'intéresse. court, quoi. C'est pas qu'un bon film d'horreur, quoi. Ouais, non, c'est les personnages sont tellement bien écrits et tu t'attaches tellement à eux, tu sais. Ils sont tellement humains, en fait, ils sont extrêmement touchants. Notamment la scène de dialogue entre Lorraine et Janet, qui est très très touchante, enfin magnifique. Et tu vois, tu dis ah mais ces personnages, voilà, ils sont très humains, Et très ouais, mais très même quand attachants, tu très vois sensibles. à la fin, quand ils sont tous les deux contre la porte et qu'elle dit mais arrête, tu vas mourir, Oui, oui. mais non, il faut que j'y aille pour l'aider. Moi, j'étais à fond dedans, quoi. Et j'avais limite oublié le truc horrifique, quoi. J'étais juste dire, s'il te plaît,
ne meurs pas, s'il te plaît. C'est tout. Mais ça me rappelle une phrase en interview de Fede Alvarez, celui qui a fait le remake d'Evil Dead, qui, censé être au niveau des films de Sam Raimi, j'ai quand même apprécié. Mais on lui demandait de quelle manière il a réfléchi au CV gore, et il a dit que justement, le gore, ça ne fonctionne pas si c'est balancé n'importe comment. Qu'il faut d'abord, avant de faire un film, que ce soit une comédie, que ce soit un film d'horreur, juste avoir une bonne histoire, travailler son histoire, et après rajouter ses effets. Et on sent ça, par exemple, sur Conjuring 2. C'est pas qu'un bon film d'horreur, c'est comme tu as dit, un bon film tout court. Et c'est ça ce qui est bien, c'est pas juste réfléchi pour bout, je fais peur, mais on raconte une bonne histoire, et en même temps, je fais peur à mon spectateur sur le côté. De toute façon, hein, pour avoir faire un beau film, il faut trois choses. Une bonne histoire, une bonne histoire et une bonne histoire. Voilà. Et de bons personnages. Et de bons personnages aussi. Hein. C'est Donc, important. on va passer à la musique et on fera une petite conclusion après. Vite fait sur la musique, j'ai trouvé très efficace pendant les scènes de tension. Et il y en a quelques-unes qui ressortent. Pas des scènes horrifiques pas des musiques horrifiques comme pour Inside Jones par exemple, mais plus des thèmes, par exemple, plus, je dirais, épiques. Genre la scène où tu vois Lorraine et Ed qui vont se séparer, quoi, où tu penses que Ed va mourir. Il y a une espèce de musique épique et tu te dis putain non, j'espère que tu vas pas crever, et ça marche super bien, ça ressort. Et après voilà, c'est en Angleterre. Et c'est à l'époque, donc on te balance des sons de l'époque, quoi. Ouais, comme Starter the Joke ou ouais, ouais. La bande son est très très bien utilisée, notamment la musique d'église qui est utilisée justement pour représenter Valag. Très bonne. Elle marche Ça, c'est parfaitement. hyper efficace. C'est hyper efficace. Ouais, ça c'est super génial. Après, il y a un thème qui lui qui m'a beaucoup plu et qui est même c'est même pas une musique qui est utilisée dans un moment d'horreur ni quoi que ce soit. C'est Elvis. non, c'est pas Elvis. C'est après qu'ils aient sauvé Janet, où elle parle justement avec Ed et Lorraine. Il y a une musique qui est magnifique, très belle, très mélancolique, Oui. très délicate, et vraiment c'est un plaisir à écouter. Ça rend la scène extrêmement émouvante et extrêmement belle, quoi. Oui, aussi, t'as la même pour quand il fait du Elvis, quoi. Ouais, parce qu'au final, il y a vraiment peu de musiques qui sont Oui, il y a peu réellement de musique angoissantes, horrifique, qui vont te ouais, voilà. stresser ou quoi. Non, non, non. Il y en a très C'est... peu, même lors des scènes d'horreur. Enfin, des scènes d'horreur, justement, quand on a des jumpscares ou des situations paranormales, au final, il y a très peu de musique à ces moments-là. Il y a Ouais, c'est clair. pratiquement pas de musique. On joue plus sur, voilà, le fait qu'il n'y ait pas de musique pour te mettre vraiment dans l'action et pour te mettre vraiment avec les personnages, quoi. Ouais, on va te mettre juste un son, tu sais, Ouais, lorsqu'on voilà. se rapproche vers le climax de la scène, qui va faire bouh, tu sais, pour augmenter en intensité. Mais après, bon, ça fait partie de la bande son originale du film, de la soundtrack. Mais moi, je considère pas ça comme vraiment une musique en soi, parce que c'est plus un son d'accompagnement pour le coup. Je trouve que la musique, c'est un truc qui m'a plus ennuyé, par exemple, dans Insidious, qui déjà commençait par une musique orchestrale appuyée à fond qui te faisait dire attention, tu vas avoir peur tout le film. Donc, je trouvais effectivement celle-ci, pour être franc, pour ma part, je l'ai trouvée un petit peu plus distraite, mais en même temps bien arrangée. Ce n'est pas du j'essaye de te faire peur, effectivement, c'est des musiques amenées de manière douce, tout en plaçant le film dans son époque temporelle avec quelques musiques d'époque, comme le London Calling, ou encore c'était donc, tu as dit, le I Started a Joke des Bee Gees, qui d'un côté semble un petit peu ironique au vu de la situation où elle était placée, donc au moment où je crois que Janet a fait une blague, et qui, pour ma petite théorie conne et qui va ne faire rire personne, juste une manière de dire on est la Warner, on produit aussi Suicide Squad, vous avez entendu ça, s'il vous plaît, il faut absolument que vous alliez voir Suicide Squad. Batman contre Superman, tout le monde l'a défoncé alors qu'il méritait quand même de meilleures critiques, s'il vous plaît, allez voir Suicide Squad. Ouais, bah après, bon, je pense pas que c'est non plus la Warner qui a pensé à ça, parce Non, que c'était pour la blague en fait. ouais, ouais, oui, bah oui, mais par exemple, moi, ça m'a fait penser à ça, tu vois, ça m'a fait penser à ça. Mais cette musique est très très bien utilisée parce que si t'analyses les textes de la parole, ça va en lien avec la scène, hein.
Bah oui, c'est ce que je disais, comme quoi enfin, fait penser, c'est placé au moment où l'on croit que c'est Janet qui a tout manipulé. Enfin, pas tout seul, mais comme quoi tout était faux, que Ouais, c'était ouais. une blague de Et part, en etc. plus, ouais, et en plus la musique en fait va retranscrire, enfin ouais, va parler à la place de Janet un peu, parce qu'en fait les paroles c'est un peu ce qu'elle ressent en ce moment quoi. Mhm. Et ce que ressentent aussi Lorraine et Ed en même temps, ce que ressentent ces trois personnages-là. Ouais, une très très bonne utilisation de musique déjà existante, et franchement qui est à soulever hein, dans ce film. Par contre, je voudrais juste savoir si c'est moi qui étais con avec la musique ou pas, mais la musique de fin, pas celle d'Elvis, mais celle où ils sont tous en dehors de la maison, ils sont dans l'ambulance. Je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il me rappelait de très loin la musique du Truman Show, mais de très loin. Oui, oui, il y a un il y a un petit côté, c'est vrai maintenant que j'y repense. Oui. Oui, je ne suis pas seul. En fait, je me suis dit, j'ai peur de faire cette remarque et qu'après on fasse non, pas du tout. Tais-toi, tu es belge, sors. Non, oui, elle y ressemble, mais après, c'est pas non plus. Non, C'est mais de pas, loin, de loin. ouais, de loin, ouais. Mais oui, mais c'est vrai qu'il y a, il y a un petit côté, ouais. Il y a un petit côté. C'est- Voilà, on a une musique assez efficace et qui joue dans les émotions des personnages, quoi. Ouais. Après, ce qu'il faut savoir aussi, pareil, le compositeur, bah, c'est le même que pour Inside Use. Ouais, mais il a pas fait du Inside Use, quoi. Non, non, Voilà, il a pas fait c'est d'Inside bien. Use, c'est très différent. C'est très très différent d'Inside Use. Bah écoutez, les amis, on va passer vers une conclusion pour conclure cette table ronde en petit comité. Donc, honneur au nouveau, hein, Liam, tu vas me Oui. faire une petite conclusion. Tu me donnes une note et voilà, ton avis global sur le film. Après ce petit débat fort sympathique, j'ai envie de dire. Eh ben, je vais reprendre comme j'avais dit. Pour moi, c'est un bon film. Vraiment, j'ai passé un bon moment, malgré les spectateurs. Donc, Oui, c'est un on va film parler que un peu des spectateurs. Ouais. bon, bah, Vous savez on quoi? pourra. Quand vous faites votre conclusion, les amis, vous dites, vous décrivez votre salle. Très vite fait, vous écrivez votre salle. Oh, attends, comment dire ça? La salle était bondée. J'ai été voir deux autres films le même jour. La salle était beaucoup plus, enfin, les salles étaient beaucoup plus libres, on va dire avant. Là, c'était bondé de gamins entre 10 à 16 ans, on va dire. Ils se sont bagarrés. Ils ont Ouais, fait des photos pendant le film avec le flash à fond. Ils ont dégueulasse. utilisé leur GSM avec la luminosité à fond. Ils ont trié tout le temps, et pas seulement qu'au moment où ça faisait peur, mais aussi au moment qui sont censés être des dialogues, juste pour faire peur leurs amis, ou alors pour se dire des trucs du genre T'as vu ce film, il est trop bien! Ouais, Et que tu as d'accord. juste envie de dire Ta gueule. Le garde de sécurité a fait sortir deux gamins, et même à un moment, en plein milieu au moment de l'entracte, enfin, on a eu l'entracte, et au moment où le film a repris, on a tous été un petit peu détournés du regard par le garde qui a failli se bagarrer avec un gamin qui était un vrai petit con. Et pendant le film, il y avait une grosse partie du public qui s'est cassé, mais petit à petit, pas seulement d'un coup. Et même lors du climax, en gueulant des bon film, bande de connards, et en claquant la porte bien fort. Heureusement que j'étais devant une deuxième fois, parce que j'ai failli commettre des meurtres ce jour-là. Je ne déconne pas, j'ai vraiment failli donner des coups, j'ai failli gueuler contre ces gamins. Et voilà, donc pour moi, il faut que vous alliez voir le film. Vraiment, c'est très bien. C'est pas pour moi le film d'horreur de l'année parce que ça restera The Witch, toujours. Je pense que c'est très compliqué, mais The Witch m'a tellement marqué. Mais Conjuring 2 est très bien, allez le voir. Je donne ma note. Ouais, ouais, vas-y. Et ben, ma critique pour Church of Nowhere, j'avais mis 8 sur 10. Et ben, vu que en reparler, ça m'a donné envie de le revoir encore une fois, et dans une salle encore plus calme, j'espère. La deuxième fois, c'était plus calme. Et ben, j'ai encore envie d'aller revoir le film, donc je vais mettre un 17. 17 sur 20. Ok. Voilà. D'accord. Adam, vas-y. Attends, ouais. Donc, je vais parler tout d'abord de ma toute première séance. Bon, je suis allé voir le film deux fois. La première fois, c'était la pire séance de ma vie. C'était abominable. Pourquoi? Alors,
J'aime bien, on dit que ouais, en France, on est laxiste sur les limites d'âge, ce qui est vrai, on est le seul pays au monde qui donne des limites d'âge moins de 12 pour des films qui sont moins de 16, moins de 17 La aux Belgique États-Unis et aussi, à travers le n'en monde. fais pas. On est de la merde aussi, ici. Ouais. Et ouais, on dit ouais, du coup, ça ramène des gamins et tout. Sauf que là, je suis allé le jour de sa sortie, full monde. C'est en VO, sous-titré, et c'est très tard. Donc du coup, il y avait pratiquement aucun gamin. Donc je me dis ouais, cool, il y a pas de gamin. Sauf que j'étais dans une salle majoritairement entre 20 et 30 ans. Et quand on parle justement des incidents qu'il y a eu dans les salles, et ainsi de suite, la plupart du temps, c'était juste un petit groupe. C'était pas toute la salle. Sauf que là, c'est l'inverse. Le C'est gars tout, c'est tellement épique, c'est quoi. tout le public. Tout le public rempli des plus gros cassos de la Terre, et c'est chaud quand même, hein, pour que tout le public se remplit de cassos pareil, entre les gens qui parlent, le mec qui téléphone au beau milieu du film, le mec qui fait une vanne, mais tellement pas drôle, il se prend un vent. C'est genre, il voit la nonne, il fait coquine. Il y a personne qui réagit. Ensuite, il fait, Oh mon ah dieu, mais allez, si, mais c'était drôle. Mais oh mon le dieu. mec s'est pris un vent, il s'est pris un vent monumental. Et ce mec, il s'est cru tellement drôle qu'il l'a refait une deuxième fois, mais ça a toujours pas marché. C'est la détresse du gars. Et entre aussi un couple qui se barre parce qu'ils en pouvaient plus tellement c'était n'importe quoi dans la salle. Et toute la salle, et c'est là que je perds foi en l'humanité quand je vois ça, toute la salle qui applaudit pour les humilier, qui les insulte et qui leur balance du popcorn. C'est pas Ah, des cas isolés, là je parle de toute la salle. Entre aussi non, je vais pas C'est bon, insulter les femmes, va. je vais pas insulter les femmes si on va me traiter de misogyne, mais entre des connasses, des Ouais. connasses qui parlent à voix haute, qui sont ouais, ah, ouais, ouais, comme ça, et qui ensuite se barrent, mais genre 15 minutes avant la fin du film. Meuf, tu payes 10 euros pour te barrer 15 minutes avant la fin du film, et ensuite faire allez, salut tout le monde, en mode, je sais pas, comme si t'étais je ne sais qui. Bordel, quoi. Ça, C'est la pire séance à laquelle j'ai assisté. Elle était horrible. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était rempli d'adultes. Et c'est des adultes qui se comportaient comme des gamins de 12 13 ans. je te fais un câlin platonique pour te consoler. C'est sinon, vraiment, vas-y, donne ta note. c'est horrible. Mais voilà. Mais au final, j'ai revu le film une deuxième fois. J'ai adoré ce film. Pour l'instant, il est dans mon top 3 des films de l'année. Sincèrement, j'ai envie de le revoir une troisième fois tellement j'ai kiffé. Vraiment, j'adore les acteurs. Pour moi, c'est un gros point fort du film. Les personnages, enfin, vraiment excellent. Et je lui donne une note de 19,5. Voilà. Au calme. Au calme, au calme. Non, mais franchement, il le mérite. Pour moi, le seul défaut, je lui donnerai sa faiblesse scénaristique vers la fin avec la révélation qui est pas du tout subtile. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment adoré le film. Presque un sans faute, vraiment. Ok. Bon, moi, je vais vite fait donner mon avis sur enfin, mon ressenti, mon expérience sur le film. Je suis allé voir le film 2 fois. Et je pense que j'ai été un peu plus chanceux que vous parce que les 2 fois, ça s'est très bien passé. J'étais la première fois le premier jour de la sortie. Je voulais le voir le jour de la sortie. Je n'avais pas réservé mes places, donc c'était complet. Là, par contre, donc la salle a été bondée. Ça s'est battu dans la salle. Le film a été arrêté. Donc voilà, j'avais très peur pour le lendemain. Et le lendemain, salle pleine. Mais au début, voilà, il y avait beaucoup de jeunes, donc ça parlait, ça rigolait, tout ça. Mais quand le film a démarré, franchement, ça s'est très bien passé. Il y avait pas beaucoup, enfin, il y avait quelques petits commentaires comme ça quand ça criait, quand il y avait des scènes un peu flippantes, tout ça. Les gens ils criaient et tout, mais bon, ça allait dans l'ambiance du film, donc voilà, c'était pas gênant. Il y avait pas d'insultes, il y avait pas d'irrespect en fait. Ouais, mais Et la après, deuxième fois où je j'ai veux dire, été, je suis allé hier, donc ça fait presque 2 semaines que le film est sorti. Donc ça s'est encore une fois salle pleine, mais ça s'est encore très bien passé. Donc voilà. Mais après, quand je vois les réactions de gens qui se battent dans la salle, des films qui sont arrêtés, l'intervention des policiers, des flics, je me dis que c'est quand même dommage parce que les films après sont déprogrammés.
et avoir des bons films d'horreur dans ces temps si durs au Ouais. niveau du cinéma d'horreur, c'est assez rare. Donc, pour éviter de les déprogrammer, éviter de faire les cons dans la salle, vous payez, vous regardez un film, vous ne payez pas pour faire chier le monde, quoi. Donc, Ouais, juste mais c'est pour c'est le des cinéma personnes qui sont. d'horreur, c'est dommage parce que on a, pour une fois qu'on a un bon film d'horreur, profitez-en, quoi. Et laissez, Ouais, Foutez le bordel pendant les comédies de Kev Adams. voilà, Voilà, c'est ça. s'il vous ouais, plaît. ouais. Il faut que le Ouais, bordel, c'est pourquoi, ton pourquoi vous foutez intérêt. pas le bordel sur ces films-là, putain? Ouais, Oui. voilà, mais c'est après, ça, c'est pour faire cool parce Ouais, que mais après, c'est des gens qui n'ont pas Johnny, il a l'habitude, 13 hein. ans, il est allé voir un film d'horreur, ouais, c'est trop un thug, tu vois. C'est Ouais, tout. mais c'est pour moi, Et c'est des gens, ils ont pas l'habitude d'aller au cinéma déjà. Je crois qu'ils vont 1 ou 2 fois par an au cinoche, hein. voilà, mais c'est tout. Mais bon, après, euh, voilà, donc moi, pour moi, ça s'est plutôt bien passé et je suis assez désolé pour les gens bah, qui vont pas voir, qui foutent le bordel devant un bon film. Ouais. Après, je vais Sinon, te dire, voilà, moi, je trouve que c'est un bon film, un très bon film d'horreur avec de super bons personnages, une très bonne réalisation, une patte artistique présente, un film qui n'est pas anodin, un bon scénario. Donc voilà, c'est plutôt un très bon film, il y a de très bons points. J'ai été comblé, ça m'a fait vraiment plaisir de voir un bon film d'horreur. Bon, après James Wan, comme je l'ai dit, pour moi, c'est quand même une valeur sûre. Il y a juste Inside Use 2 où je trouve qu'il s'est un peu planté, mais bon, je pense c'était plus appliqué pour Conjuring 1 puisqu'il les avait tournés en même temps. Et pour Fast and Furious, mais ça, c'est de la merde. Voilà, ça fait du bien d'avoir un bon film d'horreur. Et pour ça, voilà, je salue le mérite, donc un petit 18 sur 20 pour ma part. Et maintenant, je passe pour un connard qui n'a mis que 17. Non, mais ça, 17, c'est quand même une très bonne note, sachant qu'on fait un film d'horreur, on n'est que 3. Le film va avoir une très bonne moyenne. Le film va avoir une très Ouais. bonne moyenne. Voilà. Il va avoir la moyenne qu'il mérite, quoi. Voilà. Il faut reconnaître que voilà, c'est un bon, il y a du talent et c'est un bon film d'horreur et c'est fait par un passionné surtout. Donc, merci d'avoir suivi la table ronde. Si vous voulez participer, voilà, comme Liam l'a fait, Schwarzy va vous expliquer. Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet candidature dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. Voilà, n'hésitez pas à venir. On est toujours plus nombreux. On vous accueille. On fait ça à la cool et ça sera toujours plus cool de voir plus de gens sur les débats. Merci à Liam pour ta première participation. Ça a été, Bah, merci. bon, même si au niveau de l'organisation, ça a été un peu difficile, je te remercie d'être venu et j'espère te voir bientôt pour la prochaine table ronde. Bah, j'espère aussi. C'était aussi un grand plaisir pour moi de participer à cette table ronde. Eh ben écoute, pas de souci alors. Adam, bon voilà, Adam fidèle à lui-même, hein, merci. Et voilà, donc voilà. Merci aussi à vous d'être de plus en plus nombreux et de suivre les tables rondes. Merci d'avoir suivi cette table ronde. Et écoutez, je pense Ouais. que on Et peut on se dire. Quoi, qu'est-ce que tu Là, je veux dire dis? que, pour information, la prochaine table ronde sera sur Tarzan de David Yates, si je me trompe pas. Tarzan, Ouais. Tarzan. Voilà, la prochaine table ronde sera sur Tarzan de David Yates. Donc, merci à tous d'être là, merci de nous suivre. Et on rend l'antenne et on vous dit à plus. Ciao, ciao. Bonne soirée ou bonne journée. Ouais. Ça dépend.